comme au cinéma. Mise au point sur moi. Mon vieux cinéma muet. Un film avec toi, comme Hollywood en fait pas. Lumière tamisée, flou artistique. C'est la dernière image du film. Cinéma, cinéma, on se fait tous du cinéma. Comme au cinéma. Technicolor. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. Une festival, c'est triste, c'est terrible. Ça va être une fête pour les enfants, pour tout le monde. Ma parle un peu plus bas, merde! Crétin! Crétin! Vraiment crétin! Moi, je fais une fatigue de venir ici, tu comprends? Jette-le dehors, finis cette conférence de presse, merde! Sont les gens qui travaillent ici. Mais le voto, idiote! Analphabète! Mongoloïde! Bonjour. Bonjour. Au pays de Candy. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Instant Critique, le podcast audio voilà, sur le cinéma, forcément. Je suis avec Soel. Soel, ça va? Salut Chris. Ouais, ça va bien. Quentin, ça va? Ouais, salut, ça va? Voilà, tout le monde est là. Et donc on va parler ce mois-ci, pour cet épisode, on va dire, parce qu'on n'est pas super régulier, on va parler un petit peu des réalisateurs à univers, voilà, donc avec aussi des critiques de films, comme d'habitude, un petit jeu, et voilà, donc je vais encore me retourner vers mes amis pour savoir si tout va bien, c'est la petite intro. On va commencer par Soel, Quentin a pas mal d'infos à donner, donc Soel, tu vas bien? Tout va bien? Ça va bien. Je fête mes 5 ans au Canada aujourd'hui. Je reviens de France, là, j'ai fait un petit voyage à la terre natale, ce qui m'a donné l'occasion de voir un pur film dans l'avion. Le film qui s'appelle Le crocodile du Botswana de Patrice Eboué. Ah, mais il est bien ce film. J'ai toujours pas réussi à décider si je l'aimais bien ou si on s'était foutu de ma gueule. Je sais pas. Moi je l'ai plutôt aimé, moi. Mais en fait, ça me fait chier de dire que ça m'a fait marrer. Mais par contre, on s'est quand même foutu un peu de ma gueule, quoi. Mais c'est un bon film dans l'avion en tout cas. Tu avais vu Casse Départ? Non, j'ai pas vu Casse Départ. Voilà. Moi j'aime beaucoup, alors j'ai pas vu le crocodile, mais j'aime beaucoup Casse Départ, personnellement. C'est beaucoup. Ouais, Casse Départ est extraordinaire. Le crocodile est un peu moins bien, mais je trouve qu'ils arrivent quand même à rester assez méchants. Et disons qu'ils en ont un peu rien à foutre du politiquement correct, donc ça fait un peu du bien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qui est cool. Ça fait du bien, ouais. Bah pareil dans Casse Départ. D'ailleurs, Casse Départ, meilleure scène de sexe de l'histoire du cinéma. Hein. J'en dis pas plus, mais c'est assez incroyable. Voilà, donc Quentin, toi, tout va bien? Eh ben, tout va bien. Moi, ça fait pas 5 ans, ça fait que 10 jours que je suis maintenant au Canada. Nouvelle expatrié. Ouais, bienvenue. Ouais, c'est trop bien. Je suis à Montréal, donc voilà. Et donc, du coup, j'en profite pour m'excuser, mais j'aurais pas trop le temps de faire de réflexion faite, tout ça et tout. Donc, oh, le mec, il est busy maintenant. Voilà, désolé, il y en aura pas. À mon avis, ça reprendra à la mi-août avec la sortie de Guardians of the Galaxy, parce que ça, je ne peux pas le rater. Ouais, Chris, il n'en peut plus là d'attendre. Ah bah Chris, il est impatient de découvrir ça. Donc voilà. Sinon, le Canada, c'est un peu la merde pour voir des films. Pas grand chose à l'affiche, beaucoup de films québécois. Donc pas de The Rover aussi. Et puis demain, je vais enfin pouvoir voir Un jour sans lendemain. C'est Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Magnifique traduction québécoise. Ah, les Québécois sont forts, ouais. Voilà. C'est bon, c'est tout, non? Et toi, Chris, ça roule? Oh, moi ça va, un peu fatigué, je vous cache pas que là ça va être un petit peu rock'n'roll parce que je suis un petit peu fatigué le podcast, donc bon, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Sinon voilà, donc Quentin va partir, donc il n'y aura plus de réflexion faite pendant un petit moment. Donc ce que j'ai dit juste avant en fait. Voilà, mais justement c'est pour rebondir, donc ce qu'on a fait c'est qu'on vous a préparé un petit truc. Alors c'est pas terrible, hein. On vous dit tout de suite, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'était vraiment pour rigoler, juillet-août, c'est les vacances, donc on vous a préparé des petites émissions Instant Gaming. Des petites pastilles. Voilà, des petites... Ah, je cherchais, c'est parfait. Des petites pastilles pour les youtubeurs Instant Gaming, hein, voilà, où on joue à des jeux tirés de films, voilà. Donc c'est forcément des jeux pas bons, des vieux jeux. Et voilà, on parle un petit peu du film, on parle un petit peu de la pourritude du jeu, et c'est pour se détendre en juillet, en août, donc ça casse pas des briques, ça tombera bientôt, mais voilà, vous attendez pas un monts et merveilles.
Sinon, bah, moi, pour ma part, ça va bien, le travail. J'avance sur... peut-être que... Alors, on se verra plus, puisque c'est le dernier podcast audio, mais peut-être que 2 clips à moi devraient sortir cet été, mais c'est pas sûr, avec les maisons de disques, on est sûr de rien. Donc, ouais. Sinon, niveau film, j'ai pu voir Scenic Route, qui est excellent. Open Grave, qui est excellent. Peut-être que j'en parlerai un jour, peut-être pas, mais allez les voir, c'est excellent. Et j'ai pu voir Non-Stop avec Liam Neeson. Et ben franchement, les gars, moi qui n'aime pas forcément les films de ce genre, Non-Stop, franchement, ça passe. C'est pas mal. Oh non. Enfin, si, ça passe, mais c'est pas du lourd, quoi. Non, ça passe. Ouais, mais Liam Neeson, quoi, il kick du body, tu vois. Il fallait que ça. Il y a pas assez de. Je défonce. Mais justement, j'ai vu Taken, j'ai pas été fan, je l'ai pas vu, hein, je l'ai vu il y a pas longtemps, justement avant Non-Stop, quoi. Taken, bof, quoi, je trouve que c'est super. Oui, mais c'est ce qu'on... Bah un peu. Et Non-Stop, j'ai trouvé que c'était plus fin. Bon après, Non-Stop, c'est un gloubi-bougla de plein de trucs déjà vus, déjà faits, donc... Mais voilà, j'ai trouvé que ça passait. Et sinon, pour terminer, j'ai l'occasion d'aller faire un barbecue chez un ami à moi qui a beaucoup d'argent. Et donc, il a une grosse télé et il a un gros lecteur de Blu-ray en 3D. Et j'ai pu regarder Jurassic Park en 3D sur sa télé qui déchire. Et les gars, c'est absolument fou. Ah ouais? C'est fou. Ah ouais, même en 3D? C'est absolument fou. Le Blu-ray, le remaster est incroyable. Le film est d'une netteté. Les effets de profondeur sont absolument hallucinants. On a regardé Prometheus après. Et ben, la 3D de Prometheus, c'est une 3D un peu normale, quoi. C'est bien, mais c'est pas terrible. Ça fait un petit peu flou, vous savez, quand ça passe devant l'écran. La 3D de Jurassic Park, les gars, à aucun moment, il y a cette petite gêne de fond. Tout est net. Putain, ça me fout la mort parce que j'avais pas voulu aller le voir au cinéma en pensant que ça allait être de la merde commerciale, juste pour attirer les fans. Ah oui, et puis attendez, j'oubliais un petit truc que je voulais placer, ça va faire plaisir à Christophe, mais je conseille à tout le monde d'aller voir l'expo Marvel à Paris au Musée des Arts Ludiques. Elle est disponible jusqu'au 31 août, c'est pas ciblé que sur les films, il y a plein de planches de comics, ouais, c'est époustouflant, j'y suis allé là, je suis resté 3 heures devant le truc, j'étais comme un gamin, et c'est excellent, donc il y a plein de planches de comics originales, il y a des concept art préparatoires pour les films, il y a des décors, des costumes, plein de trucs, et c'est super sympa si vous aimez bien Marvel. Voilà, 31 août, au Musée des Arts Ludiques. Et voilà, et bien parfait, impeccable. Il y a un podcast culturel, waouh. Ah bah c'est la culture. Ouais. Ah ouais, moi je vais pas faire mon malin, donc j'ai pas vu l'expo, j'ai rien vu, voilà. Moi je peux pas faire mon malin culturellement ce mois-ci. Pas d'expo pour moi, au revoir. Ok, et j'ai l'impression d'entendre un téléphone déjà, si tôt, c'est étrange. Hein. Il y a quelqu'un qui appelle là déjà? Allô? C'est drôle, hein. Un téléphone sonne et on se sent obligé de décrocher. Alors les petits bouffons, on fait un petit podcast? C'est le concept, hein, quand le téléphone sonne, on décroche, ouais. Qui c'est? Fais pas le mariole, toi. Lève les mains. Lève les mains. Pourquoi lever les mains? Tu vois le point rouge là sur la gueule de ton copain? Waouh! Oh putain. Ah Chris. Lève les mains, je te dis. Oh, c'est chaud, qu'est-ce qui nous arrive? Ça Qui c'est? Balance des news, je veux des news. Allez. Bah ouais. Non mais attends, l'autre il fait c'est mumuse qui avec un petit laser et tout, ça va, on s'en bat les couilles. Oh Putain, le truc de malade. Waouh, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je fais pas mumuse, moi, je veux des news. Balance des news. Ok. Quand t'as des news, t'as de la news là? Ouais, j'ai quelques news. Vas-y, balance là. J'ai plein de news sur Terminator, ça vous dit ça, Terminator? Ah ouais, c'est bien. Hein. Enchaîne, on verra bien. Oh. Et lève les mains. Ouais, donc le nouveau là, donc Terminator Genesis. Ouais. Alors bon, apparemment, c'est ni un prequel ni un reboot. A priori, ce serait une suite alternative aux 2. Oh la catastrophe. Voilà. Ils savent plus quoi faire. Ça vous va ça? Ouais, t'as gagné 5 minutes de vie de plus. Ok, bah attends, j'enchaîne. Vas-y, là, l'autre, mariole. Donc du coup, bah c'est réalisé par Alan Taylor. C'est qui celui-là? Ok, c'est le gars qui a fait Thor 2 et puis Game of Thrones. Oh. D'accord. Voilà. Donc Moi, j'ai quand même un casting à vous donner. Ouais. Alors, Jason Clarke qui va jouer John Connor. C'est qui ce monsieur? Alors, Jason Clarke, on l'a vu dans La Planète des Singes, dans Zero Dark Thirty, dans White House Down. Gros CV, le mec. Ouais. Ah, putain, long comme le bras. Voilà. Arrête de rigoler, toi. Oh, ouais, c'est bon. Putain. Ça va. Voilà. Oh, mais arrêtez, C'est bon. Attends, j'ai mieux. J'ai mieux. Du Mac. Attends, pas le Mac. On pourra plus enregistrer après. C'est chaud. C'est pas si loin. Ouais. Bah, attends. En casting, il y a aussi Emilia Clarke. C'est la meuf de Game of Thrones. Il y a J.K. Simmons. Ah, J.K., ouais. Bah, J.K. pareil, un Simmons. acteur de série bidon aussi, hein, mais bon, allons-y.
Voilà, donc Emilia Clarke quoi, qui va jouer donc Sarah Connor, J.K. Simmons, on sait pas quel rôle. Il y aura Jay Courtney, pareil, un acteur de télé qu'on a vu dans Spartacus, mais surtout qui était le fils de John McClane dans cette merde de Die Hard 5. Oh là là. Qui va faire Kyle Reese. Même le gars qui nous snipe, il est. Ça m'énerve là, ça m'énerve les gars. Ah ouais, je sais, mais écoute, c'est pas moi qui fais l'actu. Hein. Même lui, il a Je fais ce atterri. que je peux, moi, je suis que journaliste. Hein. Enfin, c'est un grand mot hein, quand même. Et alors, sinon, Arnie revient. Ah, ça He's back. Et on sait qu'il jouera bel et bien un Terminator. D'accord. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà, et sinon, il y a un gars qui a été casté pour faire le fils du Quebla, la Dyson, qui se fait buter. Ah, et celui qui agonise en faisant. Ouais, celui-là, ouais. Ouais, voilà. bien sûr. Tu vas voir ce que tu vas faire toi quand tu vas agoniser. Ah, mais tire pas sur Chris. Il pourra plus faire Mumuse là avec ses photos là. Ah, il a de la répartie le snipe. Mais je vous aime bien, monsieur, je vous aime bien. J'aime bien ton style aussi, continue. D'accord. Bah moi voilà, hein, c'est mon gros pavé Terminator. Hein. Ouais, bah c'est bien catastrophique. Alors, Chris, t'as de la news ou je te flingue? Oh oui, oh, j'en ai des belles. Alors, il y a Pierce Brosnan, il fait un petit comeback à la James Bond dans un film de Roger Donaldson qui a réalisé Le Pic de Dante, qui s'appellera November Man. Donc, ils nous vendent ça comme le retour de Pierce Brosnan à la James Bond. J'étais regardé le trailer. Bon, c'est moins beau qu'un direct ou DVD, quoi. Ça a l'air assez catastrophique. Voilà. La catastrophe. Donc voilà, sinon j'ai une news que j'avais intitulée dans mes notes. Star Wars Overdose. C'était juste pour dire que j'en pouvais plus. Tous les jours, il y a une news Star Wars, j'en peux plus en ce moment. Ils sont en train de... Je pense que, honnêtement, ils sont peut-être en train de dégoûter une partie du public. Je sais pas vous, mais il y a eu des photos leakées, il y a eu James Earl Jones, on apprend qu'il fera pas Dark Vador. C'est tous les jours, on a une news Star Wars. Voilà, moi j'en peux plus, je trouve qu'ils sont déjà en train de me saouler presque. Voilà. Ouais, bah moi en plus j'en avais des news Star Wars. D'accord. J'avais Gareth Edwards qui va faire un spin-off sur Star Wars. Oh là là. Donc Gareth Edwards, le mec Monster, Godzilla, on rappelle. Eh bien, on en parlera justement. C'est la pression artérielle qui monte là les gars, attention. Ouais, je commence à m'énerver là, Star Wars, vous commencez à m'énerver. Ah, sinon attends, t'as pas vu les petites photos de Mark Hamill? Star Wars, Mark Hamill, il a fait de la gym, il est redevenu un petit peu tout beau gosse quand même. Ouais, voilà, oui, on a vu. Non, mais effectivement, mais moi je suis saoulé, quoi. Tous les jours, il y aura plus de surprise. Le film, il va sortir, on saura tout. Encore ce matin, les gars, j'allume Internet, une photo du Faucon Millenium de Star Wars. Gigi, c'est le pro du Twitter. Hein. Gigi Abrams. Il a toujours fait ça, hein, le Gigi. Enfin bref, tout ça pour dire que là, même là, on en parle, tu vois. Je vous ai pour dire qu'à mon avis, moi, j'en parlerai plus parce que je suis saoulé. Alors qu'on va parler de vrai SF avec le magnifique remake de Stargate. Oh là là, par Roland Emmerich lui-même. Oh, c'est une blague. Donc le mec va quand même remaker son propre film. C'est de la vraie news. Et ça, je crois que... C'est pas bon pour ma pression artérielle, les gars. Je commence à m'énerver. Attendez. Vous l'avez vu, Stargate, monsieur, le premier? Oui, je l'ai vu, ouais. C'est pour ça que c'est pas bon pour ma pression artérielle. Ouais, ok, mais c'est quand même... Mais le game, c'est d'une tristesse incroyable, quand même. Il remake ça, le film, il n'y a même pas 20 ans, ce film. Enfin, c'est une catastrophe. Sinon, moi, j'ai une news qui va faire plaisir à tout le monde, là. Même d'ailleurs, vous vous appelez comment, monsieur, là? Enfin, vous venez d'où? Enfin, je sais pas, pourquoi vous nous gueulez comme ça? On est cool, nous. C'est pas important. C'est pas le mariole, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas important, les noms. Je veux la news et tout. Ok, bah ils vont finir... tu peux lire Le Monde, mec, hein. Ouais, c'est vrai, ça. Arrêtez, c'est bon, j'arrête. Ils vont faire une statue de Robocop à Détroit, 3 mètres, elle sera réellement en bronze, hein, et voilà, ce sera la vraie statue du film de Paul Verhoeven. Ça vous va, ça? C'est bon? La prochaine, elle est pour toi. Ouais, mets-lui une dans le bras d'ailleurs, là. Tu peux lui en mettre une dans le bras. Non, pas mon bras, merde. Alors, voilà. Et sinon, bon, bah, moi, ma dernière news pour dire quand même que ça y est, un Sorcerer de Friedkin est enfin disponible en Blu-ray, quoi. On pourra tous profiter de la jungle bien verte. Voilà. Non, bah, ça ravit les gens, Sorcerer. Ça, c'est de la bonne news. Si, je te dis, ça, c'est de la bonne news, voilà. Ça, c'est de la balle. J'aime bien vos news. Je vais vous en donner une ou deux quand même, parce que je vous aime bien. Fais pas le mariole, baisse pas les bras. On est en fatigue, là, Ils sont là, c'est bon. En parlant de Blu-ray, on va avoir la version longue de Il était une fois en Amérique en Blu-ray. 2h29. Et moi, j'aime bien voir des mecs qui shootent d'autres mecs, ça me donne des idées, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est quand même pas terrible. Malheureusement, on voit un petit peu trop. C'est pas terrible comme film, quand même, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas très fan de... L'énerve pas, Chris, l'énerve pas. J'ai pas bien entendu, là. Je sais pas trop, je suis pas fan de ce film. Aïe, j'adore, c'est un des films préférés que j'ai jamais vu, c'est magnifique, j'adore. Le prochain, c'est dans le genou. J'adore ce film, il est génial, De Niro, tout ça. Bon,
pour votre petite pastille, là, j'ai entendu truc vidéo, machin, jeux vidéo. Ils vont faire le film Metal Gear Solid. Alors, probablement que ça va être une merde, mais c'est réalisé par Jordan Vogt Roberts. Oh, le réalisateur de The Summer c'est ça, c'est lui. King of Summer. Et apparemment, c'est un gros gamer, le mec. Donc peut-être que c'est bon signe. Par contre, ils prennent vraiment un vrai réalisateur, un vrai auteur. Ils prennent pas un Yes Man ni rien. Ça, c'est classe. Parce que King of Summer, c'est un film excellent. Hein. C'est un film à la con avec des kids qui construisent une cabane dans les bois et puis qui s'amusent, qui passent un été. Mais le film est très bon. Hein. C'est incroyable qu'ils prennent lui. Je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que ça me donnera une chance d'avoir un bon film, un jeu vidéo. Ouais, espérons, croisons les doigts. Mais moi, je suis plus sceptique hein, quand même. Hein. Bon. Et une news pour faire plaisir à vous deux. Parce que ça mixe deux trucs que vous aimez bien. Si je dis pas de bêtises, là, quand j'écoute vos petits podcasts et tout ça. Les putes et la coke. Voilà, presque. Pacific Rim 2. Ouh, ça c'est bien, ça. Qui va être écrit par le mec qui a écrit X-Men Past Tense. Donc ça mixe un peu deux films que vous aimez bien, de genre. Les Marvel de Quentin, et puis Chris, Pacific Rim un peu quand même. Ouais, ça passe. Mais d'où tu sais tout ça, toi? T'es qui? J'ai pas bien compris, là. Comment? Ah oui, j'adore, j'aime beaucoup Pacific Rim, je suis très fan, c'est génial, les robots, les paquebots, tout ça. C'est de la balle, Pacific Rim. Les pieuvres. Okay. Ça va? Bon, bah, sur ce, on va se quitter. J'espère que les news vous ont plu, hein, monsieur Bizarre. Je suis un peu vénère quand même, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pas raccrocher, mais vous allez vous planquer, bande de bâtards. Ah putain! Chris, prends le Mac! Encore on parle le Mac! Quitte le local! Putain, le malade! Putain! Oh, c'est la panique! Oh putain! Chaud, hein! T'as pris une balle ou quoi? Il nous a donné, mais c'est fou, tout est cassé. Ouais, bah là j'ai récupéré l'ordi. Oh. T'as sauvé l'ordi, c'est le principal. Ouais, pour qu'on puisse enregistrer, tu vois. Je crois que j'ai une balle dans la jambe. On va continuer la mission, mais c'est chaud. Soël, tu nous as. Donc tu voulais nous parler d'un film de. Ah bah, un film qui reste dans l'esprit du gunnage. Un film de bad boy, avec plein de bad boys, réalisé par un bad boy, Olivier Marchal. Sergio s'est fait crever par des condés. Serge pourra pas être des vôtres. Hein. T'as un message à lui faire passer? Pourquoi t'es facteur? Tu vas crever la gueule ouverte, comme un con que tout le monde a laissé tomber. Laisse pas ta salive pour rien, commissaire, je dirai rien. Qu'est-ce que t'espères? Que Momon il va bouger son cul pour te sortir de là? Momon. Couchez à genoux! Aujourd'hui, je ne sais plus ce qui est normal. Si j'avais pas bougé, c'est moi qui dormais plus jusqu'à la fin de mes jours. Un voyou en sommeil reste un voyou, Momon. Momon. Je vais pas te lâcher, Momon. Momon. Je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu mènes à ton pote. Et ce jour-là, tu perdras tout. Ta femme, ta maison, tes mômes, les enfants de tes mômes. Et je suis pas sûr que tu sois prêt à supporter tout ça. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, commissaire. C'est que si un jour je dois perdre tout ça, je me laisserai pas faire. Ouais, c'est clair, c'est un film de bad boy, vu que le titre en anglais c'est A Gang Story. Mais, non mais, parce que, bon, Les Lyonnais, ça c'est le nom du film déjà, par Olivier Marchal, l'ancien flic qui fait des films de flics avec des gangsters et des flics qui se tirent dessus. C'est un peu ça, c'est un peu... Donc lui il a un bel univers, hein, on est d'accord. Ouais, et lui il a l'univers du blouson en cuir. Et de la barbe mal rasée. Et de la barbe, ouais, c'est clair. Tellement. Donc ça se base sur la vraie histoire du gang des Lyonnais, qui a vraiment existé, mais là il a extrapolé un peu. Le plus intimement de que les Lyonnais. C'est l'histoire d'Edmond Vidal, donc lui il a vraiment existé, il est encore en vie. Momon, pas Momo. Momon, attention. Momon, bien sûr, Momon, viens, on va chez Momon. La vérité, Momon va braquer une banque. Bon, allez, on te laisse, désolé. Momon, c'est un gitan.
Bah ouais, tant qu'à faire. Et donc, c'est le pote à Romain Duris. c'est un petit moujik et qui se fait son chemin dans le milieu, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste un petit voleur et tout, puis forcément, il rencontre 2-3 personnes et ça devient, c'est un vieux daron sur Lyon, quoi. C'est un vrai boss. Et qui monte au braco, comme il dit Olivier Marchal. Il monte au braco. Je crois que c'est son mot préféré, braco. Ah bah ouais, c'est un vrai flic, hein. En interview, braco. Donc du coup, pendant quasi la totalité du film, on voit l'histoire de Momon et son pote Serge quand ils sont gamins, pourquoi ils sont Serge, la vérité, dis-moi tout. Putain. Et donc lui, il s'est rangé des voitures, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'il touche plus les guns, tu vois, juste pour protéger sa famille. Et puis Serge qui vient et qui fout la merde parce qu'il doit de la thune, et donc tout le clan des gitans, en fait, ils vont se faire gueuler un par un jusqu'à ce que Momon il règle la situation. Donc le scénar, c'est pas non plus, disons que c'est pas la force du film, même si c'est quand même, sachant que ça vient de la vraie histoire des Lyonnais, tout ce qui est un peu comment ils ont grandi et tout ça, l'atmosphère, ça c'est le truc que Marshall il sait bien faire, quoi. C'est une bande de potes. Pour une fois, on est du côté des bandits. Non, des bandits, tu vois. D'habitude, on est avec les keufs, mais maintenant, on est avec les gangsters. C'est pas des bandits, c'est des gangsters, mais à l'ancienne, tu vois. C'est les Lyonnais, donc ils ont commencé dans les années 60, 70. Donc ils montent au braco. Elle représente tout ça. Donc on est bien dans l'univers d'Olivier Marchal, comme je disais, c'est l'univers du blouson en cuir, de la barbe mal rasée, des guns qui gueulent, quoi. Des chemises à moitié ouvertes, des pectoraux poilus. Ah ouais. Mais ça sent le vrai quand même, quoi. Ça sent surtout des aisselles. Tu sors. Ok. T'as du bol que le sniper il soit plus là parce que t'aurais mis une balle. J'en profite. Non mais pourquoi j'ai aimé le film, parce que c'est pas un très bon film, je sais même pas si c'est un bon film, mais pourquoi je l'aimais, c'est parce que ça sent le vrai. Tu sens que Olivier Marchal, c'est le mec que c'est, mais tu sens qu'il sait de quoi il parle quand même, quoi. Les dialogues, ça sent le vrai. Il y a de la violence, mais c'est pas outrancier, c'est-à-dire qu'il la montre, mais elle est pas gratuite. Le mec, il met une balle dans la tête parce que blabla. C'est pas juste pour regarde, ça gueule de partout. Enfin, c'est pas un film, c'est des cow-boys français, quoi. Oui, c'est posé. Ouais, c'est le milieu, tu vois. Ça m'a fait penser, c'est comme 36, mais de l'autre côté. Mais c'est ça, en fait, c'est posé. C'est-à-dire que c'est pas truc de gueunage tout le long et tout ça, mais il y a l'atmosphère. Franchement, tout le long, je trouvais qu'il avait bien retransmis l'atmosphère. Les dialogues, ils sont vrais. Il n'y a pas de truc complètement incroyable. Bon, après, la réalisation, elle est ce qu'elle est. Il y a juste les petits flashbacks par-ci, par-là. Je trouve que ça apporte bien, au lieu d'avoir fait... Et 20 ans plus tard, blablabla, c'était pas mal trouvé. Les plans serrés sur les gueules, tu vois, les mecs, ils ont des vraies gueules. C'est des... Gérard Lanvin, pour une fois, enfin, il tient la route. Le gars, en ancien gangster, bon, quand il fait les scènes où je suis torturé, je sais pas si je veux être un gangster ou un gentil, ça montre un peu ses limites. Mais il est là, il est présent. Il y a les gros plans sur sa gueule à lui, sur ses potes. Si un mec il doit mourir, c'est pas parce que c'est le copain du gentil qu'il va pas mourir, ou enfin. Donc ça sent le vrai, en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé, moi, dans le film. Je sais pas si vous avez vraiment pas du tout aimé, mais je trouve qu'il est pas acheté du tout, quoi. Ouais, bah moi je vais enchaîner, parce que moi je suis au middle. Je trouve que c'est pas mal, mais sans plus quand même. Bon, moi à la base c'est pas ma cam, mais voilà, c'est les films français, c'est un peu tous les mêmes. Voilà, je trouve que il y a quand même de l'audace, donc je ne peux que saluer, et je descendrai pas ce film. Que je trouve, voilà, j'ai quand même passé un moment plutôt pas trop mal. 2-3 petites réserves sur quoi le jeu des acteurs parfois. Je trouve chez Kikario, je le trouve en seconde vitesse. Il aurait pu être tellement meilleur. Ouais, mais je pense que c'est pour ne pas en faire trop non plus, quoi. Parce que pour le coup, il en fait pas du tout. Voilà, il en fait peut-être pas assez, mais ça donne l'idée que voilà, il était pas non plus je suis Kiki, je vais te gunner. Enfin, tu vois, c'est pas le gangster psycho. Le mec, il est là, il fait son truc et il flingue qui il doit flinguer. Puis voilà. Je trouve peut-être un petit peu effacé. Il est peut-être un peu mou. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Il est peut-être un peu mou, c'est ça. Sinon, donc c'est dommage parce que lui, je l'aime beaucoup, chez Kikario, je l'aime beaucoup. Ah bah ouais. Sinon, voilà, pas mal. Ouais, alors voilà, moi je trouve que bon, Olivier Marchal, je veux pas être méchant.
Mais ce film, j'ai trouvé fou. Je prends Hit, je prends Le Parrain, je mélange tout ça et je fais ça à la française. Ouais, mais c'est le milieu français, quoi. Et le milieu français, c'est un peu ça. C'est ça fait bizarre. Le milieu à l'ancienne. Ça fait bizarre de voir des plans à la Michael Mann avec des Renault. En fait, c'est dommage que le film trouve pas sa propre identité et qu'elle va piocher chez celle des ricains. Bah, il fait pas si ricain que ça, moi j'ai trouvé. Ah, je trouve si. Ouais, je trouve moi, écoute, étant lyonnais, par exemple, le film a été vendu à fond sur on va mettre Lyon en valeur, truc de gueule et tout. Ils ont tourné race de trucs dans notre quartier et tout machin. Mais au final, tu vois rien de Lyon. Enfin, ouais, mais on s'en bat un peu la race que ça soit à Lyon. Enfin. Bah oui, le film il s'appelle juste Les Lyonnais, c'est sûr. Ouais, mais ça c'est leur nom, c'est le nom du gang parce qu'ils viennent de Lyon. Je rejoins juste Quentin sur un truc, c'est que à la fin du film, je me suis dit. Je repensais au film et je me suis dit mais au fait c'était et d'ailleurs j'en ai reparlé avec quelqu'un cet après-midi et ouais je me suis carrément dit mais au fait et j'ai absolument à aucun moment c'est fou tu regardes In Bruges il y a pas de souci t'as jamais été à Bruges t'étais pourtant quand même à Bruges non mais tu vois dans le genre c'est ça moi je trouve là, en plus le film c'est vanté enfin sur la promotion et c'était vanté quand même d'avoir mis à mort en avant la ville de Lyon machin et tout après ça c'est qu'en fait quand tu regardes le film que dalle ça c'est le problème de la com ça veut dire que bah on veut non, déjà mais que si tous tu les gens veux de mais Lyon même il aurait voir, pu tu vois à force de faire des plans serrés des machins des shaky cam qui bougent dans tous les sens et tout enfin je suis désolé il aurait pu on a des beaux lieux à Lyon il aurait pu faire des plans larges poser des bonnes scènes enfin il y avait moyen quoi. Ouais, puis pour la shaky cam, calme-toi 30 secondes parce que tu kiffes Pacific Rim et compagnie. Il est plutôt posé ce film, il n'y a pas tant de shaky cam que ça. Pacific Rim, ça va, Pacific Rim. Bah, tu regarderas les scènes de baston dans l'eau. C'est pas Paul Greengrass, hein. On voit que dalle. Enfin, pour revenir sur les Lyonnais, en tout cas, je suis d'accord avec toi que peut-être pour l'ambiance, ça aurait été pas mal de montrer un peu plus la ville et tout ça, mais ça servait pas forcément l'histoire non plus. Je suis d'accord, c'est pas très grave. Je trouve ça dommage quand même. Ça aurait été un plus, je pense. T'as raison, ça aurait été un plus. Mais moi, je trouve ça bizarre pour un film qui s'appelle Les Lyonnais sur le gang des Lyonnais de sortir du film et de se dire mais putain, c'était à Lyon ou pas en fait. Voilà, c'était bizarre, mais c'est pas comme dit Swell, c'est pas très grave. Ouais, mais en même temps, ça serait appelé Les Marseillais. Genre, je me serais attendu à voir Marseille, quoi. Et l'odeur des égouts et tout ça. Les Lyonnais, je m'en bats un peu la race de voir Lyon ou pas. Quoi, parce va te faire enculer. Mais non, mais des choses pareilles. J'aime bien Lyon, mais c'est pas emblématique. Mais même si, à lui d'arriver à vendre la ville. Non, je suis d'accord. Ça aurait été mieux s'il l'avait fait. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis pas sûr que c'est ça qui manque au film, quoi. Enfin. Ouais, bah après voilà, moi ça c'est un point parmi tant d'autres. Je l'ai pas aimé le film, mais bon, pareil, je le trouve quand même très grossier. Ben, le scénario, voilà, est très très grossier. Les personnages aussi, le son, enfin. Tout, moi, toi, tu dis que ça sent le vrai, mais je trouve pas. Moi, je trouve que tout sent la caricature. Il y a pas un trait de finesse. Mais le problème, c'est que quand tu regardes un peu les gens du milieu et tout ça en France, c'est des caricatures, les mecs. Hein. Les gars, je les connais pas, mais il a pas tort. Mais oui, je les connais pas, mais après, je sais pas. Peut-être que lui, il aurait pu mettre un petit peu d'eau dans le vin. Enfin, le truc qui est, moi, je trouvais que les dialogues et comment il parlait, tout ça sentait le vrai. Après. Bon, l'histoire, enfin. Ils articulent, si je peux me permettre, ils articulent beaucoup. Ouais, ils articulent pas mal. Ils articulent pas mal. Et il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. Et ça le fait dans beaucoup de films français. Je trouve qu'ils gèrent ça très très mal. C'est quand il y a des flashbacks, ils changent pas leur vocabulaire. Ils parlent comme en 2014, enfin comme à l'époque où le film a été fait, quand ils sont censés être dans les années 70. Et ça, parfois, avec les deux jeunes acteurs là, ça m'a des fois un petit peu sorti du truc. Mais ça, c'est dans beaucoup de films, hein, énormément de films. Ouais. Mais voilà. Ouais, tout ça pour dire que moi j'étais plus agréablement surpris en fait pour le dire, je l'ai vu quand j'étais en France la dernière fois, il passait sur France 2 ou je sais plus quoi, un dimanche, je me suis posé devant, j'avais pas de grandes attentes. J'ai trouvé que c'était un bon film français quoi. Mais pareil, si on veut vraiment voir un film, c'est pas un film de gangster mais un film de flic français 36, ça reste la référence quoi. Et il y a du blouson en cuir. C'est bon aussi. Oui, c'est bon, ça ira. Du manteau en cuir, en fait. C'est même pas du blouson, c'est du manteau en cuir chez Marshall. Ouais, moi j'attends un film d'Olivier Marshall avec Renaud. Dur. Bonjour l'alcool. L'alcool et le blouson en cuir. C'est ça. Et les bandanas rouges. Salaud. Bon, on va enchaîner sur... C'est bon, non, on a fini pour les Ouais, c'est bon. Donc Soel a plutôt pas mal aimé. Moi, je suis assez mitigé. Quentin, pas trop, quoi. Voilà, c'est la conclusion. Ça fera un bon film du dimanche soir. Donc, sinon, je vais enchaîner
avec mon film de ce podcast, qui sont plutôt 2 ou 3 films. Alors, je vais parler de la trilogie Tetsuo d'un de mes réalisateurs fétiches, Shinya Tsukamoto. Je vais juste, avant que tu commences, je vais juste prendre mes médicaments contre l'épilepsie, puis je reviens. Alerte épilepsie. Donc je vais vous parler de Tetsuo, donc un film de, je ne sais même plus la date, mais 88, 89. Le premier voilà. 89, ouais. Bien, merci Soël. Donc de Shinya Tsukamoto, qui est une espèce d'ovni cinématographique, qui est vraiment, pour moi, disons-le, presque entre le film et le vidéo art, quoi, et l'art audiovisuel. On ne sait plus vraiment, à certains moments, si on est vraiment devant un vrai film, si on est devant un trip bizarre. Ouais, il mérite la mention film expérimental, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on sait où on met les pieds. On est vraiment à la limite, en tout cas, du film expérimental, ça c'est sûr. Non, pour moi, c'en est un. Hein. Ah, on est dedans, ouais. Moi, je pense qu'on est dedans. Pour le premier, en tout cas. Après, on parlera peut-être un petit peu plus du 2, parce que je le connaissais pas, mais... Ouais, là, on va d'abord commencer par le premier. Donc, pour résumer l'histoire, c'est un salaryman, un type japonais, quoi, qui rentre chez lui et qui se fait percuter par une voiture. Il a un accident, il a un bout de métal qui se glisse sous sa peau. Et il se rend compte que petit à petit, il y a des excroissances en métal qui vont un petit peu pousser au travers de sa peau, au travers de son corps. C'est dégueu. Hein. Ouais, c'est assez dégueu au début d'une façon c'est bien cradoc, douloureuse, pour arriver jusqu'à carrément se transformer en un monticule énorme de métal, voilà, dans une fin. Alors, il va s'apercevoir que c'est peut-être pas forcément le hasard qui a fait ça, enfin bref, c'est pas très important. Ce qui est important dans ce film, c'est le trip. C'est vraiment le parti pris artistique, et le trip, c'est vraiment le mot, et la violence de l'image. Pour vous dire, c'est un de mes films préférés. Pourtant, j'ai dû le voir dans ma vie 5 fois, 6 fois, pas plus. Alors que Dune, j'ai dû le voir 768 fois, Dune. Hein. mais celui-là, je l'ai pas vu beaucoup plus, parce que c'est vraiment une épreuve de regarder ce film. Il fatigue. Il est éprouvant. Hein. Moi, j'ai maté le 1 et le 2 à la suite. Ah ouais, putain. J'étais fatigué, quoi. Ouais. Physiquement fatigué, après. Ouais. Ça fatigue. Alors, pourquoi ça fatigue ? Parce que non seulement le pitch est un petit peu bizarre, mais la réalisation en elle-même est très bizarre. C'est très industriel, c'est du noir et blanc assez marqué, assez prononcé. Et il y a beaucoup de passages. Ouais, c'est beau, hein, c'est très beau. Hein. Ouais. Le noir et blanc, je le trouve très beau, même s'il est ultra brûlé. Je le trouve vraiment beau. Ouais, ça donne vraiment un genre, je trouve presque, je perds mes mots, mais intemporel. Hein, on pourrait presque pas dater un peu, ça fait très bizarre. Et ce qui est fou, c'est qu'on a peut-être 50% du film, c'est pas plus, qui est entièrement fait en stop motion, avec des vrais acteurs, des vrais décors. C'est-à-dire que c'est pas de l'animation ni rien, c'est vraiment, les personnages sont là, il y a une course-poursuite à un moment, où il y a deux personnages qui se courent après, genre... Il y a deux personnes qui sont à un endroit, il prend une photo, il les fait bouger d'un mètre, il reprend une photo, il avance sa caméra, il les fait rebouger, etc., etc. Et on a des séquences comme ça, épileptiques, incroyables. Il y a des séquences en stop motion épileptiques de mélange de chair, de métal, des bouts de métal qui vont dans tous les sens, avec une musique industrielle martelante, qui martèle d'une surviolence, donc c'est très 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 violent. Les trips dans les rues aussi, enfin là aussi, sont super accélérés et tout. Enfin, ça c'est vraiment la caméra super bien fait. Top motion, là oui, qui traverse les rues à toute vitesse. Enfin, ça devient épileptique au bout de 30 minutes, 45 minutes de film sur un film qui doit durer 1h20, 1h30, un truc comme ça. Et outre ça, moi je dois avouer que c'est quand même quelque chose que j'ai vu quand j'étais ado, et j'ai vu ça sur le câble, et j'ai totalement scotché. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ?
Et je crois qu'inconsciemment, peut-être encore plus que les clips de Gondry et tout ça, ça m'a vraiment nourri et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de peut-être essayer de stop motion, de me dire le stop motion ça peut se travailler, il peut y avoir plein de trucs. Enfin, c'est vraiment, outre l'aspect bizarre, ce film est vraiment une ode à l'expérimentation en stop motion. Et voilà, et je pense qu'il faut quand même le voir une fois, même si on le finit pas, même si Tetsuo 1, c'est à voir une fois pour l'objet, pour l'ovni, voilà, j'ai envie de dire ça. Donc vous l'avez vu et ça va, ça passe encore, ça va. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, pourtant je suis absolument pas client de ce genre de truc. Chris avait l'air très surpris. Mais... parce que c'est vraiment pas le genre de truc que je mate d'habitude, quoi. Mais je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est toi Chris qui m'avait recommandé, je me suis posé devant, j'ai maté et je te dis, c'était la première fois, c'était violent. À la fin, je me disais, wow. Mais là, d'avoir enchaîné le 2 avec, je pense que là, c'était l'erreur, parce que après, j'étais mort, quoi. Je me suis ouvert une bière et je me suis posé 2 secondes, parce que fou. Ouais, c'est très éprouvant, c'est très éprouvant. Mais... c'est super épileptique, hein. C'est très japonais, hein, sans faire de clichés et tout. Oui, après, mais il y a beaucoup de tics japonais dedans. Et puis ce truc plus dans le 2 à la limite, je trouve que dans le premier il arrive, enfin il y a tellement d'expérimentation dans le premier. Non mais dans le thème du truc quoi, juste le thème, le danger de la technologie, du métal qui s'empare de l'homme, qui te bouffe de l'intérieur, etc. C'est très japonais. Ouais, ok, d'accord. C'est vrai qu'on a souvent comparé Tsukamoto à un mix entre un Lynch et un Cronenberg. Hein. Ouais, moi je trouve qu'il y a un côté clairement Cronenberg dans les transformations physiques et tout. Les trucs dégueulasses, un peu tout. C'est terrible. Non mais il y a une espèce de fascination pour le corps qui se transforme en métal, enfin, qui fait très Cronenberg quoi du coup. Mais vraiment le premier, mais t'as bien résumé la chose. Hein. De toute façon, Chris, c'est vraiment un trip et ça vaut vraiment le coup de le voir. Ne serait-ce que si tu t'intéresses un peu au cinéma pour toutes les expérimentations visuelles qu'il y a autour. Moi ce que j'adore c'est tous les trucs en fil de fer quand tu sais ça lui sort du corps et tout ça sur le fond noir là, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a même des passages où t'as plein de métal de partout et en stop motion t'as sa tête qui bouge à toute vitesse dans le métal, qui se fait presque absorber petit à petit par le... Mais c'est incroyable, c'est fou. Ouais, je pense que le film c'est fou quoi. Ça c'est le truc qui le résume, c'est fou. Et donc je vais vite fait aborder le 2 quand même parce que c'est un film que je recommanderais aux gens qui serait qui pourrait pas voir le 1 parce que c'est vraiment trop le noir et blanc, le stop motion, l'épilepsie, voilà. Ceux qui peuvent vraiment pas, je leur dirais écoutez, regardez le 2, les puristes le défoncent le 2, mais moi je l'aime encore bien. C'est un peu une relecture du 1, c'est vraiment un film normal. Mais moi je trouve par contre que c'est quand même un peu sa faiblesse, c'est que le 2 je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait un 2 ni même un 3. Moi non plus. Et du coup, on tire quand même à des moments très série B qui sont là pour le remplissage, où t'as les mecs qui se gunnent dessus pendant 20 minutes et tout. Bon, c'est quand même moins intéressant, hein, j'ai trouvé. Pour moi, ça fait un peu trop. On va essayer d'ouvrir un peu plus à plus de gens, donc on va faire un peu moins hardcore. Moins hardcore, et on va mettre des trucs qui vont plaire à plus de gens pour que justement, que ça touche plus de gens, mais. Ça reste un peu dans l'idée, mais clairement, il est pas au niveau du 1, alors que... Après, il y a quand même quelques expérimentations au niveau de la réa. Le début, dans les rêves, avec les plans qui sont constamment en mouvement et tout, il y a rien de cadré, tout bouge. Voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs de réa, mais il y a un gros passage à vide, je trouve. La façon dont ils filment Tokyo, les gars, dans le 2, il n'y avait pas dans le 1, c'est magnifique. Les grands buildings, on sent vraiment là. Moi, c'est surtout ces lumières dans les usines, je trouve qu'il est au top. Entre le bleu et le orange. Ah, moi j'adore. Ça fait très cheap, mais moi j'adore. C'est un petit côté désuet, daté, très 80, mais je trouve que ça donne un cachet vraiment sympa. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ce que tu disais un peu série B, bon, ces éclairages et tout ça. Moi, les trucs série B, je trouve ce que je parlais avec en série B, c'est tous les moments de remplissage où les gars se gunnent dessus pendant hyper longtemps et ça crie que bam bam boum et ça sent le remplissage pour tirer sur leur vin alors qu'il a pas le scénario pour. C'est vrai. Voilà quoi. C'est vrai, mais voilà, je resterai malgré tout, même si je suis fan du 1 et que je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un réchauffé un peu plus grand public qui du coup, vu que c'est moins arty,
et qu'on n'a pas des millions de budget, fait un petit peu série B, même dans le remplissage ou même dans les effets, il y a un petit côté qui, voilà, tu sens vraiment que bon, ça reste des trucs qui coûtent pas cher, mais voilà, je le trouve quand même bien, voilà, je trouve quand même bien, et voilà, surtout, faut penser aussi aux gens qui peuvent absolument pas regarder le Tetsuo 1, quoi, je les comprends même si je l'adore, je les comprends, le mec qui au bout de 45 minutes dit j'arrête ta merde, je lui dis je comprends mec, je lui dis sur ce film, il y a pas de souci, on va pas s'engueuler, mais je lui dis regarde le 2 quand même, essaye le 2. Et voilà, donc le 2 je l'aime quand même bien, et du coup ça ouvre aussi ça annonce, parce que la filmographie du réal est très très bonne, et le 2 annonce vraiment vers quoi il va se tourner un petit peu plus, l'utilisation des filtres, la relation entre les personnages qu'il n'y avait pas forcément dans le 1, ça annonce beaucoup de thématiques, donc ça reste quand même assez marquant, voilà, pour ce réal, et voilà, et le 3, il nous a fait un 3 il n'y a pas longtemps. Alors ça, si t'es fan ultra hardcore de Tetsuo, bon bah ça fait plaisir parce que tu revois un petit peu de violence, un gars qui se transforme en métal comme un fou, donc t'es content, t'es là, mais sinon le film est vraiment très pauvre, c'est pas terrible, donc je recommande pas le 3 malheureusement. Voilà les amis. Bon. Voilà, ok. Bah, je suis content, et sinon voilà, juste, ouais, allez-y, ouais, concluez sur ce film. Non, je disais moi, oui, le premier, le deuxième, le 3 je sais pas, j'ai pas vu. Ouais. Je pense que si tu veux briller en société mais que t'aimes pas regarder les films arty ou expérimentaux ou quoi, ouais, j'ai vu un Tetsuo. Non mais voilà, mais mate-le quand même pour pas être un bouffon, mais ça peut te sauver une conversation avec des mecs qui en savent un peu plus que toi. Tu sors Tetsuo, 2-3 trucs dessus, puis c'est pas ça faux, bien. C'est pas faux. Mais c'est vrai. Et je dirais, je recommanderais même à tous les gars qui aiment bien un petit peu les films d'action des années 80, même les Schwarzenegger ou les Stallone, de jeter un coup d'œil à ce Tetsuo 2. Qui y a un petit feeling, il y a un petit feeling 80 qui est indéniable, même si ça part un peu dans des tripes bizarres, voilà. Et sinon, voilà, donc Shina Tsukamoto, un de mes réalisateurs préférés. Allez voir aussi ses autres films, il y a Tokyo Fist, Bullet Ballet, Gemini. Ces trois-là sont aussi des pures merveilles. Ce réalisateur est un génie. Et puisqu'on parle de réalisateur univers, on en reparlera peut-être plus tard de Tsukamoto, mais Tsukamoto bon, maintenant c'est un peu moins bien, mais il est parti vers un truc où il a délaissé un petit peu son côté expérimental, mais dans chacun de ses films, on pouvait retrouver sa patte, il y avait toujours quelque chose, et voilà, c'est un pur gars, c'est un pur réalisateur. Renseignez-vous sur lui, il est génial. Donc voilà pour moi, et on va enchaîner avec le film de Quentin, un film d'un réalisateur qui était bon avant, qui était très très bon avant. Qui était très 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 bon. Génialissime. Très, très bon. Et qui, bon... L'est-il toujours? Il est un petit peu en perte de vitesse, on va donc parler de Maps to the Stars de David Cronenberg. Maps to the Stars. Voilà. Ça y est, j'ai bien fait? Ouais, parfait. Voilà. Donc, que j'ai sous-titré La déchéance de Cronenberg. Oh. I'm burning up. You gonna hurt me, Agatha? I'm not gonna hurt you. You're my little brother. I told you to stay away from us. You're acting really weird. I'm sorry. I was afraid because of what you did. Maybe this isn't working out. I'm sorry. Stop saying that. You can't have actually believed I would let you come back and fuck up my world again. Are you psychotic? I think you're a little crazy. Donc Maps to the Stars, donc c'est une espèce de satire du milieu hollywoodien, donc sous l'axe d'une famille névrosée. Donc on a une pelletée de personnages, tous plus intéressants les uns que les autres. C'est qui me donc compte ça. Donc il y a Mia Wasikowska, voilà, qui est défigurée mais pas trop quand même parce que bon elle est bankable, donc il faut qu'on la voie. Qui a du mal à trouver sa place dans le monde de paillettes qui est Hollywood. Donc c'est l'histoire de cette fille qui débarque à Hollywood, hein. Voilà, qui revient pour retrouver sa famille, sa petite famille perdue. Bon, il y a un gamin, il y a l'axe du gamin enfant star à 13 ans, donc voilà, ouais, voilà, le Macaulay Culkin style, donc qui vit sa vie comme un adulte qui sort de réhab dans le film. Ah oui. C'est quand même beaucoup de clichés tout ça, non? J'y viens, il faut bien que je vous expose le truc. Attends, l'autre il m'a fait les Lyonnais avant. Donc on a voilà donc le gamin donc sous le contrôle de la mère qui gère sa carrière comme une manager pour s'enrichir sur les épaules de son fils. John Cusack
dans le meilleur rôle de sa vie. Non, oh là, avec le rimel sur les yeux, oui. Magnifique. Hein? Il a plein de rimel sur les yeux dans ce film, pourquoi? Ah ouais. Non mais donc John Cusack en espèce de gourou manipulateur et hypocrite. Oh, avec du rimel sur les yeux. Donc voilà. Oui, il a du rimel. Non mais John Cusack, de toute façon, ça se voit dans toutes les scènes où il a envie d'être partout, sauf là. Sauf là, ouais. Mais ça se comprend quand même. Mais même le trailer, tu te dis, Cusack il est pas dedans là, tu dis un truc qui va pas. Donc voilà, bon, je sais pas si ça va déranger les gens, je vais peut-être spoiler un petit peu, de toute façon le film est sorti depuis un moment. On mettra un petit peu de dance, on mettra un petit générique spoiler. Attention, c'est le spoiler. On te raconte le twist. Jingle spoiler. Voilà, alors donc tous ces personnages donc sont liés par un secret, et donc sachant que le père et la mère sont en fait frères et sœurs, une pure histoire d'inceste comme Sam Cronenberg sait en faire, et schéma qui va être reproduit par donc Mia Wasikowska et le Macaulay Culkin style. Donc voilà, donc tout ça pour nous dire quoi? C'est un biopic de Woody Allen. Comment? C'est un biopic de Woody Allen. Ouais, bah voilà, version Cronenberg. Mais voilà, mais tout ça pour nous dire quoi? Que Hollywood c'est une espèce de société incestueuse où tout le monde... Oh là là, ça dénonce, ça dénonce. Cronenberg se réveille. Oh, Cronenberg, peur de rien. Donc voilà, non mais voilà, voilà comme l'a souligné Swell, le truc a été fait 1 milliard de fois, il y a rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce que c'est bien fait? Donc ça peut sauver le truc. Ah donc tu prends de l'avance sur mon petit plan. Ah pardon. C'est vrai qu'à la limite ça aurait pu être un sujet en or pour Cronenberg. Sauf que la forme c'est catastrophique. Donc le mec il a voulu faire un truc aseptisé à la Hollywood. Et mec si tu fais un truc aseptisé c'est chiant. Non mais prends pas des gens d'Hollywood. Bah ouais. Non mais voilà quoi. Enfin déjà c'est bon, vous avez vu la bande annonce. C'est vilain, ouais. On est d'accord? Oh oui. Oh là là, moi j'ai jamais vu un Cronenberg aussi vilain. Même Cosmopolis qui était déjà pas formidable. Disons que Cosmopolis, il y avait du contraste. Là, c'est plus belle la vie quoi, l'image. C'est horrible. Oui. C'est horrible. Donc, mais en plus, le pire c'est que voilà, je sais que c'est fait exprès, que voilà, c'est pour dénoncer Hollywood et qu'ils se collent au truc, mais enfin, non, mais c'est trop mauvais. Ouais, mais quand on fait un truc exprès pour dénoncer quand même, ben on le fait quand même quoi. Voilà, c'est ça qui est con. Quand on dit ouais, je fais ça ironiquement, ouais mais tu le fais quand même. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est vrai. Au final, bah tu critiques pas tant que ça parce que même si tu le fais pour critiquer, bah il y a autre moyen que de l'utiliser pour critiquer. Ouais. Ou alors il faut que tu dises regarde comme c'est à chier. Regarde ce que j'ai fait, c'est de la merde, c'est à chier et c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Mais ça c'est pas ce qu'il fait donc. Non, voilà, c'est ça. Non mais voilà. Donc voilà, donc les... Oh David ah, David. Moi, ça fait longtemps que je ne crois plus en lui, hein, mais... Bah, ouais, c'est bien dommage. Moi, ça fait depuis History of Violence, je l'ai senti plus dans son trip, quoi. Je l'ai senti faire des films normaux et c'est ce qui est arrivé. Ouais. Bon, bah voilà, donc les acteurs... Donc on est obligé de parler. On n'est pas obligé, C'est pas bon. Non, mais bon, il faut dire que voilà, Swell la kiffe, il l'adore. Julianne Moore, qui a eu un prix d'interprétation à Cannes pour ce magnifique rôle. Donc on a récompensé les proutes de Julianne Moore. Quand même, parce qu'il y a quand même une scène. Voilà, elle est en train de discuter sur les chiottes pendant qu'elle chie et elle lâche des gros proutes. Oh mon dieu, oh là là. Et puis voilà, non mais puis je comprends pas parce que tout le monde est là, ouais, elle a trop mis son rôle, elle a pris son rôle à cœur et tout, elle a égratigné son image et tout. Enfin, faut pas déconner, putain les mecs. Les gens ils disent ça sur internet. Ce film me rend ouf. Christophe était pas trop chaud pour que j'en parle, mais ce film me rend tellement ouf qu'il fallait que ça sorte. Non, moi j'étais pas chaud parce que tout simplement parce que déjà c'est un film qui a, comme tous ces étrons qui sortent maintenant, a beaucoup trop de promos. Donc je trouve que lui en reparler, c'est encore faire de la promo, même en parler en mal. Voilà, je trouvais ça triste parce que moi Cronenberg, en fait je trouve ça triste. Mais vraiment, ça m'attriste. J'ai revu encore il y a pas longtemps La Mouche. Ah oui, La Mouche, formidable. Et c'est rien, pourtant il y en a plein d'autres, il y a Dead Ringers, il y a Vidéodrome, il y a Scanner, il y a le Festin Nu, il y a Existence. Et moi, ça m'attriste
de voir Cronenberg comme ça, et ça m'attriste encore plus de voir les gens dire que c'est, voilà, dire bravo, bravo. Et on va en parler dans notre débat, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, ces films sont fades. Avant, c'était un visionnaire, un génie, et maintenant, je trouve ça triste. Et pourtant, il est encensé. Et donc, ça bah oui, mais ça, c'est le problème quand t'aimes vraiment quelqu'un qui fait un truc que t'aimes beaucoup et que ça change. Toi, t'es déçu, mais les gens qui oh bah oui, c'est Cronenberg quoi, donc je peux pas dire que j'aime pas parce que bon, il est quand même génial, donc les gens ils disent oh bah le film il est génial, puis il transgresse tout quoi, comme on a dit, tu mets une qui pète sur les toilettes, oh mon dieu, Hollywood c'est pas si bien que ça, c'est trop facile, on l'a déjà fait, ça a déjà été très bien fait, donc ouais. Surtout que c'est, je sais pas, ce mec était un génie, ce mec était quelqu'un de fin, et voilà, et maintenant il se complaît dans les... Bah alors moi je pense que le mec il a dû arriver à un moment où il se dit je veux ma putain de palme d'or, et on sent quand même qu'il fait des films ultra calibrés pour plaire à Cannes. Tous les films qui font polémique, enfin pas tous mais les films comme ça là, comme celui-là a l'air d'être, qui est quand même... Enfin, il est rien de trash, mais les gens, ils le montrent quand même comme si ça avait transgressé tous les trucs et tout ça. Alors, messieurs dames qui avaient été transgressés par Maps to the Stars, ne regardez pas la mouche, hein, parce que c'est pas la peine, hein, les gars, vous vous suicidez juste après. Hein. Mais c'est ça, mais voilà, il transgresse, tu vois, il touche des tabous et tout ça, c'est là là, mais c'est pour ça. Oui, voilà, pour moi, il l'avait tellement fait avant. Et tout, ah là là, il veut dire que Hollywood, en fait, c'est une famille incestueuse, mais truc de fou. Non, mais et au sujet du film, Cannes, il a quand même dit je filme toujours le même sujet, l'humain. Ouais, bah magnifique. Super. Magnifique. Non mais ouais, il a vraiment perdu son mojo, je sais pas ce qu'il en a fait, mais voilà quoi. Bon, sans compter que maintenant on est obligé de se trimballer Pattinson, même s'il sert à rien. Alors là, dans le film, il sert absolument à rien. Mais c'est devenu son acteur fétiche. Mais non, mais là, il l'a pris, là, le mec. Il l'a pris juste parce que ça lui permet de monter un projet, de dire ouais, mais j'ai Pattinson quand même. Donc les deux derniers films ne servent à... Non, mais je dirais pas que Pattinson ne sert à rien. Je dirais que les deux derniers films de Cronenberg ne servent à rien. Ça et Cosmopolis, ça sert à rien. Mais le Cosmopolis, pareil, il y avait ça transgresse au taquet. Le mec il se fait faire un toucher rectal dans sa limousine. Oui, c'est pareil. Et ça casse l'image de l'acteur parfait pour les petites midinettes. Tu vois, c'est de la transgression à 2 francs. Quoi. Ouais, c'est la transgression du pauvre, quoi. Bah ouais, mais ça a été Cosmopolis, il a été encensé parce que c'était incroyable ce qu'il se permettait de faire. Encensé, calmons-nous quand même, je crois, mais... il a quand même été bien accueilli. Maps to the Stars, alors je vous ai fait quand même un petit melting pot de critiques, j'en ai sélectionné 3 quand même, dont par exemple Les Inrocks, qui disent toujours très ténu dans sa mise en scène. Cronenberg orchestre avec maestria son défilé de monstres plus fous les uns que les autres. Waouh. Tu vois, c'est fou. Hein. Tu vois. Je peux t'écrire la critique un rock ou tous les trucs Télérama et tout ça sans avoir vu le film. Je suis sûr que je peux te chier une critique. Ah mais c'est ça, on se demande s'il les regarde. Le journal du dimanche, David Cronenberg revient avec un film choral d'une rare noirceur qui dénonce le star system à Hollywood, un monde cynique et sans pitié, cruel et décadent, arrogant et désespéré. Ouais, super. D'une rare noirceur, je reviens de Joe là, de je sais plus qui là, je peux avec Nicolas Cage, je peux vous dire que ça c'est pas faire plus noir que ça. Hein. Et attends, ils enfoncent le clou. Une vision lucide et profondément nihiliste, servie par une mise en scène envoûtante et des acteurs qui n'ont pas froid aux yeux. Ah, tu vois, pas froid aux yeux quoi, elle a pété sur un shot. Elle a pété sur un shot, ouah, truc de god quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est tout. Ne nous cantonnons pas à cette anecdote pathétique. Donc voilà, Maps to the Stars, je ne comprends pas les gens qui ont aimé ce film. Si quelqu'un peut prendre la peine de m'expliquer ça en commentaire, j'en serais fort aise. On nous appelle encore. Non. Oui, il y a encore un appel et j'espère qu'on se fera pas tirer dessus. Allô. Oh putain, c'est quoi un canard? C'est quoi, allô? Tant qu'on nous tire pas dessus. C'est David. David. C'est David Lynch. Ah, d'accord. David Lynch. Bah alors, t'as un peu une voix de canard, mon David. Oui, mais c'est toujours moi. C'est David Lynch, toujours la voix comme ça. C'est pas ma faute. Mais sur la plage, je fais des bons films. Oui, tu fais des films. Ouais, c'est pas mal. La plupart sont pas. Mais t'en fais plus depuis 2006, hein, quand même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai arrêté le film parce que. À force trop foutre de la gueule du monde, je me suis dit, ils vont comprendre moi moquer eux, alors c'est pas la peine. Ah ouais, parce que déjà, Inland Empire, je l'ai un peu pris comme un fist. Bon, et on va commencer par les 180 minutes 180 minutes, David. On va commencer par mes premiers films. Inland Empire, c'était un petit peu le foutage de gueule final avant que je finisse. Je parte. Parce que moi,
vous faites podcast sur les univers. Oui. Universe. Toi, t'as un sacré univers, toi. Moi, j'ai un énorme univers. Oui. J'ai commencé avec les courts-métrages, avec Il va s'arrêter en des 4 mots. Des gens qui vomissaient sur les tableaux. Ça faisait des gens qui vomissaient. C'est mon premier court-métrage. Après, j'en ai fait des autres. Avec un enfant, il récupère une graine, il met dans son lit, il fait pipi dessus, et il y a sa grand-mère qui sort de ça. Mais bon, c'était mes premiers. Ouais, mais oui, mais il faut bien commencer quelque part, David, après. Ouais, c'était quoi ton vrai premier bon film? Ouais, parle de tes films. Hein. Après, j'ai fait Eraserhead. Yeah. Et ça, c'est trop bien. C'est avec le petit bébé, il a un peu de problèmes. Il a une grosse tête. Pourquoi ça s'appelle Labyrinthman en France? Ah, parce qu'en France, vous êtes un petit peu teubé dans votre tête. Il rigole, David. Il se fout de notre gueule, ce fils de pute. Eraserhead, ils vont pas trop comprendre. Parce que, en fait, dans mon film, Eraserhead, c'est en fait, c'est qu'ils prennent le cerveau des gens pour en faire les petits trucs en plastique pour gommer, les crayons, les gommes. Ah, oui, d'accord. Ouais. C'est pour ça s'appelle Eraserhead. Et ces crétins de français comme vous l'appellent Labyrinthman, ils sont à côté de la page. Il se moque, le connard. C'est pas grave. Après, c'est un gros univers. Après, j'ai fait Elephant Man. C'est le monsieur, il a des balls sur la tête. Ouais, t'aimais bien mettre des trucs sur la tête des gens. Hein. Ouais, moi j'aime bien quand c'est bizarre. Ouais. Et du coup, je fais bizarre, ça. Énorme univers, David Lynch, c'est moi, énorme univers. Et après, j'ai fait Dune, la science-fiction comme Star Wars. Ouais. Bah, Dune, au moins, t'as rétabli une vérité quand même parmi plusieurs grandes qui ne sont encore pas bien connues à ce jour. Mais cette vérité, c'était que les rouquins, c'est des méchants. Oui, les Harkonnens, c'est des grands méchants du film. Des gros fils de pute. Il a les purs effets spéciaux avec les boucliers qui se mettent sur les gens. Ah oui, c'est vrai, c'était très très beau ça. Ça fait déjà 3 films cultes à la suite là. Ouais, c'est pas mal, t'as pas vu ce que j'ai fait après parce que tellement j'ai un univers de ouf, parce que je suis David Lynch, j'ai fait Blue Velvet. Je sais qu'il a sorti sa geek là, il est content. Quatrième film culte à la suite, pas mal. Blue Velvet. Blue Velvet, c'est l'histoire, un monsieur, il est pas très bien, alors il va chez une fille, et puis il fait de l'amour à la fille, mais il l'appelle maman. Ah oui. Et puis il prend un petit peu Helium, il fait oh, il se met irie, il se met bien, comme on dit chez nous, il se met irie. Il se met bien. Donc ça, c'est gros univers, parce que oui, c'est très bien, c'est très bien. L'univers de la perversitude, des choses bizarres de la vie, du cerveau des humains, les trucs bizarres de mon univers, tout ça. Et après, je fais Wild Thoughts. Attends, on n'a pas bien compris, David. Vas-y, refais-le. Je fais Wild Thoughts. Sailor et Lula en France. Parce que pareil, vous les Français pas comprendre le cœur sauvage, Wild Thoughts, le cœur sauvage. Vous, Sailor et Lula. Très bien. Et un film univers de fou aussi, celui-là, avec les sorcières qui volent, les maisons qui brûlent, Nicolas Cage qui fait les grimaces. Univers de fou. Nicolas, tu as vu Joe récemment? Moi? Oui, bah oui, toi. Oui, j'ai vu Joe. Bon, écoute, c'est voilà, c'est pas trop ma cam, moi, c'est pas assez bizarre. C'était pas bizarre. Ouais. Moi, je suis un petit peu bizarre, moi. Je préfère quand c'est bizarre. Là, c'est un petit peu trop... pas bizarre, en fait. Un petit peu trop pas assez bizarre, quoi. C'est ça. C'est un petit peu trop pas bizarre. Dans Joe, les gens, ils boivent beaucoup d'alcool, quand même. Ça boit tout le long du film. Bref, parce que ça. moi, vrai univers, les gens, ils regardent les séries. Et les séries, elles sont caca. Moi, j'arrive au cinéma. Après Wild Thought, j'arrive au cinéma, je fais Twin Peaks. Et oui. Je fais Twin Peaks, et Twin Peaks c'est la série trop culte parce que c'est trop l'univers. Et la nana, elle se fait violer par quelqu'un. Je peux pas te dire c'est qui, sinon je spoil, mais. Non, tu spoiles pas, attention. C'est un petit peu quelqu'un de sa famille, donc c'est hardcore. Et voilà, donc c'était quand même terrible ça. Hein? C'était très bien Twin Peaks, très bien. T'as un vrai univers, c'est clair et tout, mais est-ce que t'en profites pas un peu pour te foutre de notre gueule des fois? Et nous dire, oh, c'est mon univers, il faut comprendre. Mais en fait, t'es qu'une merde des fois, non? Ouais, je sais pas, parce qu'après je fais Lost Highway. Tu l'as compris, toi, Lost Highway? Je suis pas sûr, et toi, est-ce que t'es sûr de l'avoir compris? Ah, mais moi, le but d'un film, c'est si je le comprends, je le sors pas, je refais un peu. Je le refais tout, je mélange toutes les scènes. Et
Et je fais un Rubik's Cube en fait. En fait, avec le scénariste, on écrit le scénario sur les petits post-its. Les post-its sont sur le Rubik's Cube. On fait le Rubik's Cube à l'arrache et on fait le film après. C'est ce que t'as fait un peu pour Mulholland Drive aussi. Ouais. En fait, les mecs ils font le scénar, ils prennent les pages, ils mélangent et ils sortent le film comme ça. Et encore, ils oublient des pages ou ils prennent des pages d'un autre scénar. En fait, c'est ça que tu fais, David, c'est ça? Bon, vous avez dit nous foutre de ma gueule, oui, je suis David Lynch. Et donc, après, je fais Mulholland Drive. Et là, Mulholland Drive, bon, il a fallu quand même 25 films. Ah, alors là, tu t'es fait plaisir, t'as mis du sexe. Ah, là, j'ai mis. T'as mis les guinasses là qui se typent. Non, c'est pas vrai. Parce que mon film où il y a le plus de zizi, c'est Lost Highway. Ah, oui, c'est vrai, il y a des zizi. Mais il y a trop de zizi, David. Ah, maintenant, celui-là, je me suis lâché. J'ai même mis le zizi de le rockstar drogué, là, que Marilyn Manson. Ah ouais. À la fin, on voit un petit peu le zizi du monsieur. Bon, et après, j'ai fait Mulholland Drive, donc fantastique. Et après, je me suis dit, les gens, ils vont peut-être capter que... T'as fallu 5 ans hein, quand même, hein. T'as fait un petit trou là de 5 ans, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai fait de l'art. Je fais artiste maintenant. Je fais artiste. Et maintenant, tu fais quoi? Artiste. Ah, tu fais artiste. Je fais les tableaux. Tu sais, les pinceaux, les gens qui peignent avec les pinceaux. Maintenant, tu gagnes beaucoup d'argent avec ça? Oh, un petit peu, ça va. Non. On se met bien, on aime bien, c'est David Lynch, on est bien. D'accord. Voilà, ouais, mais oui, donc Inland Empire, alors donc parlons-en hein, quand même. 180 minutes hein, quand même, je te le rappelle. Hein. Bon, je vais vous laisser quand même parce que j'ai déjà peur. Ouais, je pense que ça va mal finir pour toi, donc D'accord, David. C'est dommage. Passe le bonjour à tes copains les canards, hein. Ouais, mais d'accord. Et dans Inland Empire, il y a quand même Jeremy Irons, hein. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur Inland Empire. D'accord. Ok. Bah nous on va raccrocher, hein. Et puis toi tu vas aller faire de l'art. C'est David Lynch, d'accord. Il rappelle son nom. T'es pas ici pour faire ta pub, allez, dégage. Allez, salut David. Salut. Quentin, Suo et bye bye. Ciao. David Lynch, au revoir. Under the sycamore tree. Eh bien, nous voici de retour pour le débat, pour lequel nous allons aborder les réalisateurs à univers. C'est-à-dire les réalisateurs voilà, qui ont un univers, c'est un petit peu ça, quoi, hein, qui ont une patte dans une filmographie un petit peu longue, etc. Donc, voilà, une patte, des thématiques, que ce soit visuelles. C'est ça. D'ailleurs, ça va être la définition. Donc voilà, selon vous, qu'est-ce qu'un réalisateur à univers? Définissons ensemble le terme. Ouais, c'est important de dire que ça peut être un univers thématique, genre le réalisateur qui aborde toujours à peu près les mêmes thèmes, hein, pas exactement toujours les mêmes thèmes, ou visuel, quoi. Il y a des réalisateurs, tu vois le film, tu dis ah bah oui, bah ça, c'est boum. Par exemple, Tim Burton, tu peux voir n'importe quel de ses films, grosso modo, tu peux dire, même si tu l'as jamais vu avant, tu peux dire c'est un film de Tim Burton, quoi. C'est vrai, mais le visuel suffit pas. Il faut, non, je pense qu'il faut un petit imbriquement de non, tout ça ça. peut être, en fait, ça peut être les deux, tu vois, ça peut deux. être le visuel ou alors des espèces de lubies sur, voilà, moi je vais parler de familles, je sais pas, hein, ouais, c'est ça. Mais, voilà, il y a aussi des univers ultra référencés comme Tarantino par exemple. Un film de Tarantino, on va le voir parce que voilà, c'est un film de cinéphile. Enfin, il y a les dialogues, il y a les dialogues, il y a une certaine façon de faire et de mettre en scène. Pour moi, quand même, il faut que ce soit quand même un mélange du visuel, des thématiques et de plus de choses quand même pour pas que ce soit juste un réalisateur qui a une patte qui est marquée. Il faut que ce soit quand même, je trouve, un univers. Voilà, faut qu'il y ait plusieurs éléments cohérents, thématiques, visuels, que ça crée vraiment quand même quelque chose de plus marqué que juste une patte de réalisateur, je pense. On a noté dans le débat, on se demandera, mais par exemple pour savoir si Michael Bay, c'est pas forcément un réalisateur à l'univers, quoique. Non, vous voyez, tu vois, c'est pas évident. Mais il a quand même une patte quoique, super c'est vrai marquée. qu'il y a la patte Michael Bay de je vais mettre des explosions partout. Mais ça, c'est la patte, c'est pas son univers. Voilà, ouais, non, mais. Je suis d'accord avec lui. Ouais. Justement, c'est pour bien que les gens comprennent. Effectivement. Donc voilà, donc on va en citer, je pense, beaucoup dans ce podcast. On va commencer, je pense, par aborder les points positifs, quoi, sur ce genre de cinéaste avec des univers importants comme ça. Le premier point que j'ai noté, c'était qu'on avait droit, du coup, à des réalisations originales marquées, vraiment des films qui
qui sortent de l'esprit d'un auteur entre guillemets, quoi, de quelqu'un qui a des choses à raconter, à montrer. Hein. J'allais dire clairement, le réalisateur, il imprègne son état d'esprit du film, quoi. Tu vois, il y a ses lubies, ses petits tics. C'est ça. Et ce qui est fort dans un réalisateur à univers, un vrai réalisateur à univers, c'est qu'il est capable d'aborder différents genres de films, tout en conservant ses thématiques, sa patte visuelle et ce genre de choses. Ouais, carrément. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être marqué. Par exemple, Nolan qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son Inception. Est-ce que c'est un réalisateur univers, Nolan ? Oui, plus ou moins, non, pas forcément, c'est peut-être pas un bon exemple. Moi je dirais que non pour Nolan. Ouais, moi non plus, je dirais pas univers. Je vous rejoins. Les films se rapprochent un peu, mais c'est pas non plus l'univers Nolan, quoi. C'est pas, il réalisera, ça va pas être le cas de je réaliserai jamais je sais pas quoi, un type de film parce que ça rentre pas dans mon univers, je pense. C'est vrai. Ouais. Prenons l'exemple d'un Wes Anderson. Par exemple, même quelqu'un qui aime pas la science-fiction ou quelqu'un qui aime la science-fiction mais qui aime pas Wes Anderson, dire Wes Anderson qui veut dire tiens demain je vais faire un film de science-fiction. Le fait qu'il ait un univers, je trouve que tout de suite, on peut se dire qu'est-ce que ça va être ? C'est très intriguant, quoi, parce qu'on sait qu'on va avoir un film de SF qui ne ressemblera pas aux autres. Et du coup, ça va être un film de SF à la quelque chose, quoi. Et ça, c'est ça. Voilà, donc pour le moment, on peut dire que c'est un bon point. On verra plus tard sur les Dark Side. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être à mettre dans les bons points, ouais. Les good points. Donc comme je disais, moi, il y a retrouver aussi un univers, des acteurs, des ambiances. Moi j'aime assez bien ça quand le réal retrouve un peu pas tout le temps mais les mêmes acteurs. Ouais, sa bande d'acteurs même, en fait, c'est ça, ouais. Un ou deux fétiches comme ça, je trouve ça déjà ça te donne une idée qu'ils aiment bien travailler ensemble, donc probablement ils vont pas faire de la merde parce qu'ils en feront peut-être, mais au moins ils se connaissent, c'est pas juste bang bang, le studio il nous a dit mettez-vous ensemble et faites un film, quoi. Donc moi je trouve que c'est un bon point quand tu peux voir un réal, en plus que t'aimes bien en général, reprendre le même acteur au fur et à mesure. Je trouve que moi ça me plaît toujours un peu plus, quoi. Je suis d'accord, je vais mettre une toute petite nuance. Moi je préfère les réals à ce moment-là qui prendraient plus les équipes, on va dire, que ce soit plusieurs acteurs, voire même les mêmes équipes. Et parce que tu vois, je veux dire, bien sûr. Le gars qui reprend toujours le même chef-op, le même scénariste, tu vois. Et pour reprendre encore l'exemple de Lynch, toutes ces équipes et sa petite bande d'acteurs, c'est pas forcément. C'est ça que je trouve génial dans un vrai réel à l'univers. Plus que j'ai envie de dire ce qui est devenu Tim Burton avec Johnny Depp. C'est pas un gars, quoi. C'est pas un gars. Et Lynch, il change ses acteurs principaux et tout, mais toujours, l'épicier, c'est machin que j'ai vu. Tu vas toujours trouver un gars, un pompiste, un machin. Il y en aura toujours plein, et ça va être les mêmes gars. Et je trouve que ça apporte ça, c'est très 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 plaisant, je trouve. Ouais, un peu à la Olivier Marshall qui fait beaucoup ça. Wes Anderson, Olivier Marshall. Non mais sans déconner. On joue pas dans la même course, ouais. Non, mais tu vois les mêmes acteurs, quoi. Enfin tu vois, c'est pour ça que ça fait aussi univers, ça aide à créer l'univers, je trouve. Non c'est vrai. Mais Wes Anderson, oui carrément, oui on est d'accord. Mais c'était pour la blagounette. Ah non, c'est ça, un Kitano. Il y en a plusieurs un peu jeûnés, hein. Mais bon Jeunet, ça tape sur le ciboulot là, Dominique Pinon. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait aussi, entre guillemets, éviter les mauvaises surprises. Bon, t'évites jamais trop, mais voilà, c'est comme je disais un peu avec Wes Anderson, tu sais que tu vas aller voir le film. Bon, alors voilà, faut pas tomber, comme tu disais, Soël, dans le trip, oui, c'est tel réal, alors c'est forcément bien, mais tu peux te dire, tiens, c'est marrant, tel réalisateur aille dans ce truc, ou t'attends... J'ai envie de voir ce qu'il va en faire, quoi. Ouais, c'est ça. Après voilà, il y a le côté aussi globalement j'aime bien, alors peut-être que ce sera pas son meilleur film mais ça devrait me plaire. Ouais. Par contre, si la surprise est mauvaise, elle va être très mauvaise. Voilà, c'est ça c'est l'ennui, c'est que c'est à double tranchant. Là ça fait beaucoup plus mal. C'est que autant voilà, tu peux être en terrain de confiance, mais quand ça te déplaît, la chute elle fait mal. Par exemple, un History of Violence m'a plutôt déçu, un Inland Empire de Lynch, catastrophe, quoi. C'est pour ça, là, ça a vraiment été la déception. Et pourtant, ça reste dans son univers. C'est ça qui est fou. Mais il a peut-être fait le too much, il a peut-être fait le truc. Donc, évidemment, du coup, t'es un peu plus déçu. Hein. C'est sûr. Ouais, voilà, ça. Sinon, je trouve que c'est aussi l'occasion, dans les points positifs, pour un réalisateur de pouvoir affiner son style. Comme je disais juste avant, explorer des genres. Je suis d'accord avec toi, ça permet d'affiner le style. Par contre, il faut pas que ça soit toujours le même film.
Mais il faut que ça permette au réalisateur de s'améliorer, d'aller plus près de ce qu'il voulait faire dès le début. Et donc là, les exemples que tu as donnés, je trouve que c'est bon. Juste des fois où, au final, je remate le même film, la même thématique, la même ambiance. Donc c'est ceux qui vont tourner en rond, ça, effectivement. Voilà, quand tu tournes en rond, quoi. Ça a été Darkseid qu'on va peut-être pouvoir aborder d'ailleurs, c'est Darkseid, parce que je trouvais que c'était aussi, les réalisateurs univers, je trouvais que c'était aussi quelque chose qui était propice aux films de genre. Hein. Ouais, clairement. Et à la relecture de ces genres-là. Et du coup, ça, c'est pas mal. Quand il y a un Alfonso Cuarón qui va dire, moi, je vais tenter de la SF, mais moi, ça va pas être de la SF, ça va juste être de l'espace, mais why not, on nous vend de la SF et on arrive en voyant autre chose, quelque chose de différent, une relecture d'un genre, j'ai envie de dire. Ouais. Clairement. Et donc voilà, je sais pas si vous avez des exemples de ce type de choses, mais il y a les Carpenter qui a fait plein de relectures. Tous ces films de vampires, enfin, son film de vampires et tout, c'est de la... Vampire western, c'est du western. C'est ça, il l'a fait à la Carpenter, quoi. Et c'est ça qu'on disait. Tu mates le film, tu sauras que c'est du Carpenter en général, rien qu'avec la musique. Mais oui. Mais c'est le genre à la Carpenter. Et si tu kiffes beaucoup, quoi. Donc, c'est un très bon exemple, voilà, vu que c'est Carpenter, c'est quelqu'un qui a un putain d'univers, qui vient de la pop culture et compagnie, mais peu importe. Et il décide de faire un film de vampire. Les gars, non, t'es ouf, moi je vais faire ça avec des truckers, des motels, pas de froufrou. D'ailleurs, James Woods. Apparemment, il y a James Woods, il sort un truc au prêtre ou je sais pas quoi, il fait Coco, les vampires ça existe. Et c'est pas des grandes tafioles qui se promènent avec des froufrous. C'est magnifique, quoi, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, ça. Et ça, c'est Carpenter. Ça va être de la gaulerie comme ça. Et dans sa carrière, il nous a fait plein de films qui sont géniaux comme ça, toujours inventifs, toujours irrévérencieux. C'était génial de le suivre, lui, jusqu'à ce qu'il tombe dans les abîmes. Ouais, Carpenter, pareil. Ça fait partie d'un des Darkseid, quoi. Voilà, justement, aborder les Darkseid. Alors certes, c'est bien cool, mais il y a des risques. J'ai noté dans mes notes les cramés du Vaussaire, les réals qui sont Keblo, les George Lucas, les Tim Burton, les gars qui sont pas bien. Manoj. Shyamalan qui restait un peu bloqué. Jean-Pierre Jeunet qui restait bloqué, les gars. Non, mais je crois que George Lucas et Burton, c'est quand même vraiment les exemples les plus probants, quoi. Enfin, surtout même Burton qui se parodie lui-même. C'est ça. Burton, ça en vient de la parodie de ses films, de ses succès, quoi. En gros, c'est toujours Johnny Depp qui a toujours plus ou moins maquillé pareil et tout. Alors, quelle histoire je vais pouvoir faire? Et puis, alors, ça sera dark. Il y aura 2-3 chansons comme ça. Il y aura Johnny Depp, bien sûr. Il y aura ma meuf. On va commander du maquillage blanc à taquet. Et puis, voilà, c'est bon. On va faire un film. Donc, cahier des charges rempli. Voilà. Non, mais c'est ça. Et ça, au début, c'était chouette. C'était marrant parce que c'était complètement différent. Il en a fait un deuxième. Ok, c'est l'univers Burton, machin. 3, 4, 5. Maintenant, ça marche. Et je fais le même truc tout le temps. Encore. Il est Keblo, quoi. Il est cramé du Vaussaire, comme il dit Chris. C'est ça. Non, mais puis après, il y avait George Lucas aussi. Vraiment... Alors lui, il est vraiment dans un univers. Il est dans son Star Wars. Il n'en sort plus. Je surkiffe. Je refais mes films. Je change des plans. Ça m'appelle plus. Ça me plaît plus maintenant. Lui, il est foutu, lui. Ouais, lui, il est vraiment. Mais en fait, Disney, il arrive avec sa petite mallette. Là, c'est bon. Ouais, c'est vrai, je vois, c'est bon. Et je trouve que Quentin, t'as bien trouvé le truc. Ils se parodient eux-mêmes au final. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on attend tellement, ou alors ils se font du plaisir. On attend tellement le nouveau Burton ou le film comme ça qui sera comme ça, parce que les fans ils kiffent. Donc il fait ça, même si ça, je sais pas, mais ça trouve ça lui plaît plus au final. Mais et puis ce qui a marché, je vais le faire x10 parce que ça marchera encore mieux. Ouais, voilà. Mais alors par contre, du coup, ça soulève un point. Est-ce que malheureusement ces réalisateurs, ils sont pas victimes de leur succès et se retrouvent pas enfermés obligés de faire ça pour plaire à un public? Non. Parce que par exemple, Big Fish, qui est quand même ou qui a peut-être le film qui sort un peu de l'univers de Tim Burton, ou même Ed Wood, ça a été des bides, quoi. Ouais, parce que c'est pas un Tim Burton, quoi. Les gens, ils voulaient aller voir Tim Burton, et c'est pas un Tim Burton.
Mais en même temps, après, il faut quand même que le réalisateur il soit capable de dire fuck, et puis moi je vais faire un truc différent, où je vais rester dans mon univers, entre guillemets, mais je vais pas faire le même film encore et encore. Mais après, ça se trouve, les studios, c'est pas eux non plus, ils aident pas en disant, bah non, attends, tu étais bien gentil, mais tes 4 derniers films ils ont bien marché, donc tu vas faire le même le prochain pour que ça marche, quoi. Oui, c'est sûr aussi, c'est vrai. C'est le danger avec la musique, c'est le danger avec les livres, c'est le danger avec toute création, c'est que si les gens ils kiffent son premier truc, ton deuxième truc, ton troisième truc, et que ça se rapproche les uns des autres, si ton quatrième truc il est complètement différent, les gens ils te disent bah non, tu nous as perdu quoi. Ouais. Il y a Woody Allen aussi qui est dans ce cas-là. Woody Allen, mais faut qu'il arrête. Enfin, il a pas le même film. Sa thérapie quoi, donc il fait le même film, hein, Woody Allen. Ouais. Mais c'est ce que je disais, c'est il y a de nouveau Woody Allen. Alors allez, tous ceux qui aiment bien les Woody Allen et qui veulent être bien pensants et tout ça, ils vont aller le voir. Donc déjà ça marche. Et puis après, c'est un bon Woody Allen ou c'est pas un bon Woody Allen. Mais même si c'est pas un bon Woody Allen, comme c'est un Woody Allen, on peut pas dire que c'est un mauvais film non plus quoi. Ouais, il y a cette expression de dire c'est un petit Woody Allen. Voilà. C'est un petit Woody Allen. Un film qui va être mauvais. Non mais les films qui, par exemple voilà, pas pour un Cronenberg, on va dire Dangerous Method, c'est un petit Cronenberg, genre il s'est pas foulé, bah non. Alors que pour Manoche, on lui dit Manoche, tes films maintenant c'est de la merde. Manoche, mais Manoche il a poussé le bouchon un peu trop loin quand même. Mais c'était pas vraiment, est-ce que c'était vraiment un univers Manoche? Ouais. Ou c'était une recette qui marchait quoi, parce que c'est le twist à la fin, hein. C'est pas forcément un univers. Non, je suis pas d'accord avec ça. Les thématiques et tout, ouais. C'est pas que des films à twist, hein. Il y a pas que des films à twist, c'est pas ça le principal de ces films. Non, moi je trouve qu'il a fait du fantôme, il a fait de l'ovni, il a fait des plantes, il a fait des plantes. Et à chaque fois, on est quand même dans la même thématique, on est dans la même mise en scène, un peu non-sensique, posé. C'est assez étrange. Je trouve que moi, il a un univers, Shyamalan. On va dire Shyamalan, parce que les gens ne vont pas comprendre maintenant. Moi, je trouve que c'est pas tant un univers qu'un plan qui l'adapte à différents films, quoi. Ouais, ça peut discuter. Si je te fais mater le 6e sens, et puis... ouais, j'allais dire un Casap, non, tu peux voir que c'est un peu le même Gus, mais oui, même entre Signe, Happening, The Village, franchement, ça ressemble. Ouais, si, c'est vrai, en fait, c'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est parce que c'est comme un calque. Je trouve que c'est le même film fait dans différents univers. Ça, je peux comprendre. Comme t'as dit, quoi. Oh, j'ai fait le fantôme. Ah, là, j'ai fait le super-héros. Oh, là, j'ai fait les plantes. Oh, là, j'ai fait ça. Les extraterrestres, c'est le Village, ouais, tout ça. Un peu le même principe. Arrêtez de dire les plantes et dites le film de fin du monde, parce que merde. The Happening. Non, mais ouais, on est d'accord. C'est vrai. Donc voilà, moi j'avais noté dans mes notes les George Lucas, les Burton et tout, ils n'ont plus rien à dire dans la suffisance de leur univers. C'est ça, c'est que au bout d'un moment, ils commencent à tourner en rond. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont dans leur univers, ça suffit à lui-même pour eux, mais ils n'ont plus rien à dire dedans, donc t'es là, tu t'ennuies. Enfin, pour eux et également pour le public, parce que voilà, enfin moi je pense qu'il y a quand même il y a toujours un rapport quand tu fais une œuvre de se dire est-ce qu'elle va plaire ou pas, et voilà, de faire en fonction. Mais après, c'est possible de rester dans ton univers sans en faire le tour. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours les mêmes. Wes Anderson, il a pas fait le tour de son univers et il va prendre un autre truc. Ça sera parce que c'est la façon de le faire et c'est ce qu'il aborde. C'est pas forcément. Ils se ressemblent pas tous. Après, moi, je pense quand même que. Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais rester dans un univers, je pense qu'on peut tenir une dizaine de films. Par exemple. Pour moi, ceux qui sont vraiment très bons, par exemple, il y a eu Kubrick, c'est moins de 10 films. Tarantino, qui a vraiment son univers et qui tourne toujours pas en rond. C'est ma conclusion, ça. Ah, c'est ta conclusion. C'est la conclusion de David Lynch, arrête de déconner. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, continue. Pareil, oui, David Lynch aussi, voilà, il a peu de films, finalement. Mais c'est pas grave, parce que vous comprenez. Mais oui, mais justement, nous, il vaut mieux 5 films très bien que 20 films péraves. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et justement, c'est. Mais David Lynch, attention les gars, il a juste dévié pour l'histoire sans fin. Sinon, le mec a l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, ouais. Putain, moi je veux voir l'histoire sans fin réalisée par David Lynch. Une histoire vraie, The Straight Story, là, avec le vieux sur sa tondeuse à gazon. Sur son tracteur, ouais. Voilà, exactement. Celui-là est normal, mais sinon, David Lynch,
c'est pas qu'il a arrêté, il a arrêté le cinéma, quoi. Mais toute sa filmo, lui, il a son univers, quoi. C'est pas pour le défendre. Oui, non, mais voilà, clairement. Non, mais c'est une réussite, pareil pour Kubrick. Ouais, c'est pas impossible, hein, c'est possible. C'est vrai que, comme tu dis, du coup, Inland Empire, c'était suite trop, quoi. Celui-là, c'était suite trop. Oui, mais bon, encore, mais ça tu vois, tu dois en enlever un dans la filmo, ça va, c'est pardonnable. Quand tu dois en enlever 5 comme Tim Burton, et encore je dis 5, je suis sûr qu'il y en a 7 ou 8. Mais c'est parce que le secret, c'est de pas refaire le même film, c'est ça que je disais. Parce que Tim Burton, tu remates le même film à chaque fois. David Lynch, c'est pas le même film. Wes Anderson, c'est pas le même film. Carpenter, c'est pas le même film non plus. Mais Tim Burton, putain, c'est le même film, quoi. C'est les mêmes acteurs, les mêmes dialogues, le même maquillage, les mêmes images, c'est le même film tout le temps. Ah, c'est vrai, surtout depuis ces dernières années, là, c'est une cata. Hein. C'est une cata. Depuis Charlie et la chocolaterie, je crois que c'est devenu la cata. Hein. Je crois que c'est là. Hein. Déjà, enfin, il y a eu la planète des singes, il y a eu la première cata, et puis vraiment la fin, l'équarrissage, là, c'est venu avec Charlie et la chocolaterie, je crois. Ça peut faire qu'il y a pas une trop grosse attente, mais si tu kiffes vraiment un réal, eh ben, tu vas attendre que soit il fasse ce que t'aimes bien, ou un truc différent, mais tu veux que le film il soit encore meilleur. Je pense que t'as des attentes encore plus grandes quand c'est un réalisateur à univers que t'aimes bien, je trouve. Je l'avais beaucoup avant, je l'ai beaucoup moins maintenant avec certains réalisateurs. Je l'ai eu avec notre ami Neil Blomkamp. Il y aurait quel réalisateur maintenant que je découvrirais en me disant vivement qu'il sorte un film et tout, je reviendrai moins. Il y a Nolan maintenant, je suis plus très fan. Hein, je trouve qu'il y en a plus beaucoup maintenant. Ouais. Non, il y en a plus trop, il y en a quand même. Il y a des gars. Moi, Paul Thomas Anderson, c'est vrai que pour l'instant, pour moi, il a pas fait de faux pas. Il y en a pas. Ouais. Il y a Wes Anderson qui a pas fait de faux pas. Wes Anderson non plus. Edgar Wright, donc tout le monde sera pas d'accord, mais moi j'aime pas, donc je peux pas. Moi j'aime pas. T'aimes pas non plus, Soel, ouais. Non, moi j'aime pas non plus, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon réalisateur, quoi. Ou non, moi c'est vrai que Edgar Wright j'aime beaucoup et il y a pas un seul de ses films qui m'a déçu jusque là, donc. Non, il y en a encore quelques. Voilà. Après, il y en a. Terry Gilliam. Non, je plaisante. Encore que. Ouais, non, Terry Gilliam, ouais, il a des petits faux pas. Ouais. Kitano, je trouve. Kitano, oui, voilà, oui, bien sûr. Alors, pareil, moi, c'en est un qui me botte pas trop, mais Gus Van Sant, peut-être. Je regarde pas trop. Moi, ça me parle pas, ça m'a jamais parlé, donc je les regarde même pas, donc. Lui, il y a un peu du foutage de gueule en disant si tu comprends pas mon film, tu comprends pas mon cinéma en fait. C'est du Gus Van Sant, tu comprends pas, c'est pas bon. Ouais, bah justement, en parlant de ça, j'ai envie de dire, il y a aussi Refn hein, qui commence de plus en plus. Ouais. Parce que bon, voilà, pourtant, Refn il était prometteur. Refn jusqu'à Drive que j'ai pas aimé, les Pushers, les Valhalla Rising, c'était terrible, hein, j'ai adoré. Et t'as vu le Only God Forgives ? Non, toujours pas, non. Parce que le Only God Forgives, c'est une espèce de ressuscité thaïlandaise de Valhalla Rising, mais en très mauvais, quoi. Ah. Ouais. Bah, faudrait que je regarde. Moi, c'est Drive, ça m'a dégoûté. Je trouvais ça, c'était un téléfilm, Drive. Donc. Non, moi j'ai bien aimé Drive. Attendez, les gars. Only God Forgives, je trouve qu'il y a la pilule. Ouais, maintenant, voilà, je me prends mon Ryan Gosling et je fais un Valhalla Rising avec. Là, on va juste faire l'outing, les gars. Drive, il doit durer 1h30, 1h45. La première heure. Mais dites-moi que ce n'est pas du Plus belle la vie. Avec une amourette à 2 balles mal filmée. La première heure, les gars. C'est pas mal filmé, Drive, je sais pas. Bon, le scénario de la première heure de Drive. Mais arrêtez, si tu veux, il n'y a jamais eu de scénario dans les Refn. Only God Forgive, il n'y a pas de scénario. Ouais, c'est ça, ouais. Valhalla Rising, tu vas pas me dire qu'il y a un scénario de ouf. Le mec, il fait 1h20 sur rien. Valhalla Rising, il est terrible. Eh oui. Oui, il est terrible. Mais il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas besoin pour un film comme ça. Alors et Drive, c'est pareil. Donc non, c'est une amourette. Non, c'est une amourette à 2 balles. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais, mais ça c'est juste... Je sais pas. Alors que Valhalla Rising, basé là-dessus, quoi. Valhalla Rising, sur le papier, c'est un prisonnier bourrin devient berserk. T'es là, t'as envie d'y aller. Non, mais est-ce que Drive, c'est pas parce que tout le monde a kiffé que t'as pas kiffé, quoi ? Parce qu'il a été, il est sorti comme le film énorme, etc. C'est peut-être pas le film du siècle, mais justement, c'est pas pour ça que je l'ai pas aimé. Non, mais c'est parce que Christophe, il aime pas les histoires d'amour de base, il va pas aimer. Mais non, mais attendez, je vous explique juste. Le film, justement, il est sorti, ça c'est clair et net que tout le monde qui dit Kuro au génie, je me suis dit bon, je vais pas y aller, j'ai eu dessus. Et justement, attendu que le soufflet retombe pour justement me le regarder sans a priori. Et je vous jure que quand je me suis mis le film, je me suis dit, bon allez Chris, c'est parti, tu as kiffé, on est dedans, c'est Refn. Ça y est, tu vois, j'étais en mode dans ma bulle, il y avait plus les gens, il y avait plus la hype, il y avait plus rien. Okay. Et franchement, après avoir vu les Pushers, les trucs comme ça... Oui, mais parce que Chris, les histoires d'amour, on sait bien que ça va pas t'intéresser. Admets-le quand même. Mais ça dépend les gars, genre Vanishing Waves, c'est très bon. Mais parce qu'il y a de la SF et tout.
Mais parce que là, c'est maltraité. Ils te vendent. Ouais, c'est pas. Bon, bref, c'est pas le débat. Ils te vendent Drive comme un truc de fou. Au final, c'est plus une histoire de lover qu'un film de fou. Donc tu dis, bah, what the fuck, quoi. C'est pas du Michael Mann, c'est du Les Routes de Memphis, là, les trucs de Eastwood, voilà, quand il était jeune et beau. Michael Mann, ça, c'était un bon réel univers, quoi. Ouais. Ouais, Michael Mann. Ah si, son à univers. À la limite, on va peut-être parler de ce qu'on parlait, ceux qui étaient à la limite. Ok. Ouais, moi on enchaîne avec ça, on va peut-être finir. Il y avait encore pas mal de trucs à dire, non? Attendez. Oui, alors je vais enchaîner sur les Dark Side en vitesse avant qu'on enchaîne ça. Il y avait se faire catégoriser à tort un petit peu, genre t'as un univers, t'as un bidon. Je trouve Danny Boyle, il s'est jamais trop fait pris au sérieux à cause de son univers de Clipper. Il a galéré à se faire financer. Et Lynch, pareil. Il a été chercher des financements en Europe et compagnie parce que les gens lui disaient oh, t'as ton univers chelou. Cronenberg aussi. Cronenberg, il a galéré aussi pour financer ses projets. Ouais, bien sûr. Ouais, ça je savais pas. Donc voilà, donc c'est un peu de problème, quoi. C'est un peu dommage parce que les gens te disent tout de suite ah bah ton machin c'est hermétique machin. Et au final, Cronenberg maintenant tout le monde lui mange dans la main. Donc j'ai envie de dire. Après, il y a aussi parce que c'est des univers qui sont pas grand public. Tu vois un Tim Burton. Non mais les gars, c'est la définition d'un. Ça touche. Ouais, mais c'est la définition d'un réalisateur à univers de pas être forcément grand public. Ah non, regarde, Tim Burton, il n'y a pas plus grand public, quoi. Hein. Et ouais. à univers. Non. Univers, ça veut pas dire non plus le truc complètement fermé ou difficile ou. Oui, c'est pas faux, c'est complètement pas faux. différent. Même un Scorsese, tu vois, un Scorsese. Oui, vous avez raison. Après, je pense que Burton est plus connu avec ce qu'il fait maintenant que non. Il était. Non, tu me diras à l'époque des 2 romans d'argent, ça allait quand même. Ça va. Il est déjà quand même bien connu. Ouais, c'est vrai. Alors que c'était un peu dark, quand même ça. Ça, c'était dark à la base. Ouais, mais comme c'est du dark gentil, bah ça plaît et donc c'est un peu grand public, donc ça passe. C'était chargé en sens quand même, dès le début, ces films. Ah oui, mais ça n'empêche pas de faire des films intelligents. Mais surtout grand public, c'est vrai. Du coup, c'était assez connu, et c'était pas forcément hermétique, alors que oui, quand même, Tim Burton, c'est la mort, quoi, tout le temps. C'est vrai, avant. Oui, c'est ça son thème. Ouais. Voilà, et j'allais dire susciter trop d'attentes aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à Lionel Blomkamp, où j'avais noté l'erreur Splice de Vincenzo Natali. Après Cube, Cypher et compagnie, nous faire Splice. Mais voilà, Blomkamp, alors Splice, moins, parce que je suis moins fan de Natali, mais Blomkamp, c'est vraiment Elysium, je l'attendais comme le Messie, quoi, et la déception a été grande, quoi. Et comme je vous disais, parce que moi je pense, à mon avis, que District 9, le mec a fait son univers en un film. Et du coup on attendait, on se disait oh là là, il va refaire un truc, j'espère que ça va être aussi fou que District 9. Tellement District 9. C'est comme les Wachowski si vous voulez. C'est comme les gars, ils arrivent avec Matrix, même si on en avait parlé avec Valérian dans le dernier podcast, c'est un pompage de plein d'influences de partout, et qu'il appelle plus ça, j'ai déjà oublié, un mix, quoi, ou je sais plus comment il appelait ça, un mix, que vraiment quelque chose d'original. Mais les Wachowski, ils ont eu leur univers direct avec Matrix, quoi. Ils ont été marqués par ça, leur style, leurs influences, ça a fait un univers. Et je trouve que Blomkamp, avec faire de la SF, mais qui part en espèce de fan footage, après c'est du documentaire, après ça part jusqu'à arriver avec du gros film de bourrin, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Avec un ton pseudo-sérieux, pseudo-comique, c'était, du coup, dès le premier film, le mec a placé les attentes super haut, quoi. Et du coup, c'est clair. Déception de Elysium. Donc tu voulais qu'on parle des réalisateurs bâtards, c'est ça, non? C'est ça, les bâtards. Les bâtards. Les frontières de l'univers. Alors c'est quoi pour vous un réel bâtard, du coup? Bah c'est ceux qui seraient à la limite, quoi. Par exemple un Steven Spielberg qui a pas vraiment d'univers, que le mec est capable de s'effacer derrière chaque film, mais au final, quand on cherche un Spielberg quand même, quoi. Ouais, on retrouve bien des thématiques, un certain d'amour pour un type de film, de l'artisanat, des effets spéciaux, des maquettes. Donc là, c'est le réal qui a une patte à lui, en fait. Alors pour moi, c'est ça. Bah c'est ça justement pour nous, ceux qui sont à la limite. En préparant le podcast, on se demandait. C'est vraiment, il y en a, on sait pas trop où les classer. Tu vois, Scorsese. Est-ce que c'est un réalisateur à univers? Non. Ou c'est juste qu'un gars qui kiffe bien la mafia et qui a vraiment une réalisation et des thématiques très 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 marquées? Tu vois? Oui, voilà, Il va y avoir un petit moment. Michael Mann, on hésitait. Je t'avoue qu'on l'a pas forcément mis dans l'univers. Enfin, au final. Michael Mann, son univers, c'est LA, quoi, déjà. C'est Los Angeles et c'est tout ce qui se passe autour. C'est plus un univers géographique chez lui. Je trouve que... de côté visuel, ouais, c'est ça que j'allais dire, visuel. Ouais, mais il y a quand même le visuel, ouais. Mais ouais, si. Donc pour moi, il est quand même. Non, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il reste un univers, quoi, parce que entre Hit, Collatéral, enfin, même
à Miami, bah tu vois, du coup c'est pas vraiment LA, mais ça reste. En fait, la ville, c'est son univers, je trouve. Ouais, totalement, avec les bokeh en fond, des images bien stylées de la ville de nuit. Ouais, c'est lui qui filme les villes le mieux. Enfin, il a des plans de malade. Et lui, c'est un vrai réalisateur, quoi. Il y a le côté technique qui est important pour lui, ce qui fait que là, l'univers, il ressort, je trouve. Et pour moi, il est plus que bâtard. C'est un gros bâtard, quoi. Il a son univers quand même. Non, mais ouais, d'accord. On avait mis du Kubrick. Moi, je trouve qu'il est très très marqué. Mais Kubrick, moi, je trouve, moi, je le mets quand même. Pour moi, il a un univers, Kubrick. Mais, c'est vrai qu'il fait des films. Ils sont quand même sont tellement différents les uns des autres. Ouais, mais je trouve qu'après, quand tu regardes un Kubrick, bah, je sais pas, t'as une ambiance, t'as cette espèce d'épaisseur à la Kubrick. Arrêtez de brosser Kubrick dans le sens du poil. Ouais, quand même. Moi j'adore Kubrick pour moi. Ouais, mais arrêtez parce que bon, tu regardes Full Metal Jacket et Shining, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est des très très bons films, mais c'est pas parce qu'un réalisateur fait que des, que beaucoup de ses films sont bons. Ouais, mais si, parce que je suis pas d'accord. Par exemple, Full Metal Jacket, Shining et Orange Mécanique, ils sont super différents, mais ils véhiculent tous un malaise, tu vois, une certaine ambiance, quoi. Et il y a Barry Lyndon, quoi, dans le truc. Barry Lyndon aussi, avec ses plans très mélancoliques. Barry Lyndon on fait dodo, hein. Je crois qu'il s'est endormi aussi, Kubrick, en réalisant. Hein, entre Barry Lyndon et Shining. 2001 aussi, 2001 Barry Lyndon, tu vois. C'est. Ouais, non, c'est vrai, ça se. Ouais, mais justement, pour moi, c'est vraiment. Après, je comprends qu'on puisse le mettre à la limite, mais pour moi, je dirais quand même qu'il en a vraiment. Ouais. Pour moi, ça reste vraiment des trucs. Et puis en fait, marqués, mais ça fait pas un univers. Je me demande si aussi parce que on parle toujours de Kubrick dans l'ensemble de son œuvre, tellement parce qu'il n'y a pas eu tant de films que ça et ils avaient toujours été très très appréciés. Oui, mais justement, Kubrick, c'est hyper méticuleux et un film, il pouvait passer 15 ans juste pour de pré-prod sur son film. Non, mais je dis pas que c'est pas bon, mais justement, c'est que ça a créé l'univers. Sa filmographie a créé l'univers au final. Ouais. Je sais pas si lui, il a insufflé l'univers à ses films, mais. Ah, je vois ce qu'il veut dire. C'est devenu l'univers Kubrick. Ces films ne créent pas un univers, mais nous, on voit ces films comme un univers, comme l'univers Kubrick. Mais oui, je vois ce qu'il veut dire, oui, c'est vrai. Je me demande. Mais je le mettrais dans les gros bâtards aussi, alors. Ouais, bon gros bâtard. Gros bâtard. Alors, moi, Peter Jackson, je trouve pas du tout, mais Quentin trouve un peu. Non, on le met dans. Pour moi, il est marqué, Peter Jackson. Ouais. Je trouve qu'il a une patte, une espèce de sens de la grandiloquence qu'il a chopé depuis Le Seigneur des Anneaux. Il me parlait de la petite gamine violet qui dansait en vinyle. Oui, pour moi, Lovely Bones, par exemple, Lovely Bones, c'est censé être un film qui fait 1h30, 1h40. Le mec te tire ça sur 2h30, te met des plans de ouf. Ouais, je vais te rajouter des fonds verts tournant dans le paradis, tu vas voir, ça va être de la balle. Oh là là, c'est catastrophique ça. Non, mais enfin voilà, il a plus se dit, tiens, pour tel sujet, il faut mieux un petit truc et tout. Non, je veux faire de la démesure tout le temps, tu vois. Quel que soit le scénario, je vais faire un truc démesurément grand. C'est vrai, même Branded, c'était genre, je veux qu'il y ait plus de sang que dans n'importe quel autre film, quoi. Je veux des bains de sang. Oui, peut-être, ouais. Ah c'est ça, Branded, c'était des litres et des litres et des Oui, carrément, ouais. Non, mais parce qu'après, je pense que c'est un réalisateur généreux qui aime se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Et il pense au spectateur. Le public attend ça, on va lui donner vraiment du voilà. Je suis d'accord avec toi. Il kiffe ce qu'il fait, mais il pense aux spectateurs quand il le fait, quoi. Et les deux, de toute façon, tu vois dans les making-of, c'est un gamin, le mec qui s'amuse, il fait avant tout ce qui lui plaît. Là, je rejoins Quentin. Les plus beaux making-of de ma vie que j'ai vu, même si je suis pas fan des Lord of the Rings, j'aime bien, c'est pas ma cam, les making-of. Mais t'as une trentaine d'heures c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, rien que là-dedans, le gars s'est dit, on va même leur faire des making-of de où qui voit tout. C'est un petit peu comme quand je fais des Twitch, quand je fais un clip ou un truc comme ça, c'est que t'es gentil, t'es là, t'as envie de montrer, de donner, t'es content, tu vois, du truc. Et c'est vrai que Jackson, là-dessus. C'est sûrement aussi parce qu'il a commencé comme ça, avec ses 3 bouts de ficelle et ses potes et leur ketchup dans leur maison, quoi. C'est le mec, il a kiffé le cinéma, faire du ciné, donc. Quand tu commences comme ça, à mon avis, ton but c'est pas de faire des millions, donc du coup tu fais ça parce que tu kiffes ça et donc ça se sent, quoi. À mon avis. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est très intéressant d'aborder ça. J'avais pas forcément pensé à tout ça, mais c'est vrai. On va peut-être conclure. On va peut-être conclure, effectivement. Sur un malentendu. Ça peut passer. L'univers des bronzés, quoi.
Ouais, non, bah voilà, moi j'avais. Alors, au final, c'est à la fin, qu'est-ce qu'il en reste de cet univers, quoi, aux frontières de l'univers, dans lequel il est réel perdu, hein. On attend toujours un bon Burton, un Lynch, un bon Jeunet, un bon Coppola, ceux-là ils sont foutus. Ah putain, ouais, carrément, Coppola. Bon, Coppola, est-ce qu'il a vraiment un univers? Non, je pense pas. Non, je suis pas sûr non plus. Hein. Enfin... Non, en tout cas, on attend toujours un bon de sa fille. T'as pas kiffé Twitch? Ah non, Twitch, non. Ouais, donc le après, il y a les réals qui bifurquent, hein, Cronenberg. Voilà, pour moi, ça reste mon best exemple d'un ouf gueudin qui faisait des tueries, alors, des films de fou. Ouais, pareil, je me refais l'avocat du diable pour ce que je disais tout à l'heure, mais après un Cronenberg, effectivement, il peut faire... Arriver au bout d'une dizaine de films, je pense que t'es obligé de bifurquer et de trouver un autre univers et de faire autre chose. Sinon, tu tournes en rond et tu te parodies, quoi, ce que je disais. Ouais, c'est ça, tu te parodies. Les trucs qu'il fait maintenant, je trouve ça d'une fadeur incroyable. Ouais, mais je peux comprendre. Mais... Son univers de départ était tellement extrême, quoi, que tout ce qui va venir après, ça va te sembler en dessous normal. de ça. Ah ouais, tellement. Oui, mais en même temps, genre, pour moi, c'est des films normaux, c'est plus. Mais sauf que s'il va de plus en plus loin, enfin, c'est possible qu'il t'aurait perdu aussi, à mon avis. Ou s'il avait fait la même chose tout le temps aussi, tu te serais perdu aussi, je pense. Peut-être. Comme voilà, Tim Burton, voilà, qu'on considère comme bloqué. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour me faire un peu l'avocat du diable. Hein. Donc, mais bon, ouais. Donc, mais alors, comment que ça se fait du coup que les critiques, oui, c'est parce que c'est le plus grand public. Et oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, ouais, on a plutôt répondu au truc, quoi, du Cronenberg. Mais moi, ça reste une énigme, hein, que les gens encensent un Cronenberg avec ce qu'il fait maintenant, qui est du niveau d'un téléfilm quand tu compares à ce qu'il faisait avant. Je trouve ça toujours. Ouais. Je comprends pas. C'est fou. Ça m'attriste. Une fois que t'as fait ton nom, après les gens ils kiffent parce que c'est ton nom, quoi. Et puis c'est ça. Ouais. Woody Allen, pourquoi il est encore là, quoi? Parce que les gens ils kiffent parce que c'est Woody Allen, quoi. Et voilà. Bah c'est ça, on en avait parlé un petit peu dans le Any Given Film sur Godzilla, là où j'avais été invité. On se disait qu'on pense que ces réalas se font surtout choper par les grosses boîtes de prod parce que ils ont une petite patte, un petit univers, mais bon, surtout ils seront pas chers et malléables, quoi. Ouais. C'est sûr, et ils ont pas eu le temps malheureusement de développer leur univers plus que ça. Bah après voilà, faut réussir à garder l'entièreté de sa conscience professionnelle, et rares sont ceux qui vont refuser l'argent. Je reviens sur Edgar Wright, lui qui s'est barré, qui s'est pris la tête avec Marvel là et qui s'est cassé de Ant-Man. Bah, c'est pas mal ça, je trouve. Enfin, ça montre qu'il a encore. C'est bien, oui. Enfin, ça prouve qu'il est intègre. Ouais, voilà, il a son intégrité et c'est, je veux pas faire ça, donc je le fais pas, quoi. Mais après, c'est chaud. C'est chaud professionnellement parlant de plaquer un gros studio comme ça. Bah ouais. Puis, en plus, dans le milieu d'Hollywood, ça te grille un peu, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si tu te crames avec un studio, tu sais que tu vas te cramer avec pas mal, donc t'as intérêt à faire, je sais pas, ton prochain film, ça sera un Kickstarter, quoi. Voilà. Donc voilà, et au final, j'avais noté en conclusion que rester cohérent, pertinent, intègre avec un univers propre plus de 10 ans reste un phénomène rare. Donc c'est ce que tu me disais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, bah c'est ce que je dis. Moi, je pense que on peut pas garder un univers comme ça sur plus d'une dizaine de films. Qu'à un moment, il faut bifurquer quelque part, trouver un autre univers, d'autres thématiques. C'est chaud de refaire un univers, ou alors ça va être des films qui partent un peu partout. Et puis après, je sais bien, mais voilà, après le risque c'est de continuer et de tomber dans la redite, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est juste la démarche. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu choisis de trouver un autre univers? Mais là, c'est chaud. Ou alors de faire des trucs qui sont plus dans un univers, juste avec ta patte, et là, les gens ils risquent de pas te suivre non plus, quoi. Donc, ou alors tu fais comme Kubrick et tu prends 15 ans pour faire un film, et tu fais 10 dans ta life, quoi. Voilà, c'est possible aussi. Non mais voilà, c'est vrai. Et voilà, ok. Et du coup, vous préférez quoi plutôt? Plus univers ou non? Alors, moi personnellement, oui. Hein. Moi, j'aime, voilà, comme d'hab, j'aime bien ce qui est un peu original. Donc, par essence, j'aurais plus l'impression que les réals à univers me sortent des trucs un petit peu plus bizarres. Même si la majorité des films que j'aime bien, que ce soit Hardware, 1.0, The Machinist et compagnie, c'est des univers très marqués, mais ça fait pas forcément partie de filmographies qui ont de cinéastes qui ont une filmographie à univers a priori, quoi. C'est vraiment très très chargé, mais ça l'est pas. Alors du coup, oui, dans mes réalisateurs favoris, effectivement, on retrouve du Kitano, du Lynch, du Tsukamoto, du Nathalie, du Cronenberg quand il était les premiers Cronenberg. C'est souvent les réalisateurs que je cite comme mes favoris. Donc oui, moi c'est quelque chose que j'aime bien et j'aimerais bien en revoir
qu'on donne peut-être plus de liberté, ou essayer de trouver, de fouiller, trouver des petits réalisateurs un petit peu plus indépendants, moins mainstream, qui essayent de faire des choses un peu en marge, parce que voilà, j'aime bien les univers en marge, donc du coup ça me plaît. Ouais. Moi, j'aime bien quand l'univers me plaît, j'ai envie de te dire, ce qui est un peu con, mais moi je trouve, c'est vraiment difficile de pas être lassé après un certain nombre de films. Donc, j'aime bien quand un réal, en fait, fait plein de bons films, mais qui sont pas forcément dans le même univers ou qui. Ça, je suis d'accord. Ouais. En fait, j'aime bien aimer un réalisateur, mais pas qu'il me saoule avec son univers. Ou alors. C'est pas ça que je veux dire, mais qu'il refasse pas le même film tout le temps, quoi. Je crois que je me répète un peu depuis tout à l'heure, mais Michael Mann, par exemple, j'adore ses films. Je pense qu'il y a un univers, mais il est pas super marqué, ce qui fait que je peux mater les différents films. J'ai pas l'impression de mater le même film, et à chaque fois, je me prends quand même une belle claque dans la tête parce que le gars, il s'est réalisé, quoi. Donc, j'aime plutôt ce genre-là. Après, je vois ce que je suis entièrement d'accord avec toi. Après, le cas contraire, ce serait un Jean-Pierre Jeunet, le cas contraire. Où le mec, c'est tous les mêmes, les Jean-Pierre Jeunet. Voilà, je vais mater un Jeunet, je peux mater un Michael Mann, mais si je mate un Jeunet, je les ai pas tous matés, mais j'ai un peu l'impression que c'est le même film, quoi. Voilà. Mais après, j'adorais Cronenberg aussi du début, quoi. Et pourtant, c'est pas le même film à chaque fois, mais c'est proche. Mais après, t'as la déception, quoi. Donc, non, c'est pas forcément mon truc, le réel à univers. Ok, ça marche, parfait. Et toi, Quentin ? Pour moi, pareil, enfin, un petit peu, je rejoins un peu Soel. Je dirais les réa univers, oui, mais voilà, si on tombe pas dans le tartinage, quoi, qu'on se répète pas 10 000 fois. Et quand même, j'ai quand même beaucoup de respect pour les réalisateurs qui arrivent à s'effacer derrière leur film, quoi, comme Spielberg au final, qui adapte sa mise en scène, sa façon de voir le film en fonction du scénario, de son histoire. Voilà. Après, voilà, les deux approches me vont. Après, voilà, l'ennui, c'est que certains réa univers, Gus Van Sant, j'aime pas. Ouais, et puis là, si t'aimes pas l'univers, tu sais que t'aimeras aucun de ses films tant qu'il reste pas dedans, quoi. Ça, c'est le point noir, quoi. Ouais, Lars von Trier, même chose, hein, c'est vrai. Ouais, Lars von Trier, ouais. C'est vrai. Bon, parfait, très bien. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a la question. Je pense que c'est plutôt pas mal, c'est bon. Donc, on va un petit games. Allez, un game, on va gamer. Un games, là. Allez, un petit peu d'ambiance. Les games de Godin. En chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. À chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. Que le tournoi commence! Préparez-vous au combat. Le game. Oh, vous êtes Godin, voilà, c'est le games. On va game, c'est un truc de ouf. On va jouer avec le jeu des citations. Donc, c'est-à-dire que là, on a des citations. On va dire une citation. Celui qui trouve, il a un point. Il en redit une. Et c'est le premier arrivé à 3 points qui gagne. Après, les deux autres se font un duel pour savoir qui va perdre le gage. C'est parti, on est prêt là. C'est parti. Quentin, balance. Allez, je vais vous en donner une plutôt facile. Attention. C'est quoi cette guerre au sein même de la nature? Pourquoi la nature lutte-t-elle? C'est moi, The Happening. Pourquoi la terre rivalise avec la mer? Est-ce que la nature peut porter en elle la vengeance et non pas une force, mais deux? The Happening. Non, non, si je t'ai pas... Putain. C'est quoi la guerre dans cette nature? Ouais, j'ai mis... Il y a combien de fois le mot nature? C'est quand même facile. Ouais. Terrence Malick. La nature, attends. Ah, comment ça s'appelait sa merde là, l'autre là? Tree of Life. Non. Ah putain, Badlands. Non. Redis voir. Attends, on est sur Terrence Malick là? Oh putain, mais tais-toi, Soel, on n'est pas sur Terrence Malick, on est sur Goran Bregovic. Redis voir le début. C'est quoi cette guerre au sein même de la nature? Pourquoi la nature lutte-t-elle contre elle-même? Pourquoi la terre rivalise avec la mer? Est-ce que la nature peut porter en elle la vengeance et non pas être une force, mais deux? Les moissons du ciel. Non. Vous avez tous les indices dans la première phrase. Redis, c'est quoi alors? C'est quoi cette guerre au sein même de la nature? La ligne rouge. Ah bah voilà, putain. Oh putain, j'ai failli le dire. C'est la guerre, bande de bâtards.
Oh là 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 là. Ok, un point pour Chris. Allez. Vas-y Chris, balance. Alors j'en ai une, elle est super facile. Je vous la fais avec le ton. C'est quoi? C'est du LSD. Merde, et j'ai un trou de mémoire. Wayne's World. Non. Non. Ah merde, je croyais. Trainspotting. Non. Living Las Vegas. Non, pas Living Las Vegas Parano. Las Vegas Parano. Ah, je l'ai dit en premier. Ah oh, ça sent la chanson encore tout ça. C'est avec le gars des Red Hot, là, le bassiste. Il est dans le toilette et il arrive, il y a de la poudre sur la manche, il est c'est une caméra, là, Jean-Marie Poiret qui arrive tout près de lui, c'est magnifique ce moment. Ok. Bon allez, comme je vous en ai donné une facile, maintenant vous en avez une très très dure. Facile, vite fait l'autre. Attention, vous êtes adorable. Vous savez ce que veut dire adorable? Ça veut dire qui est digne d'adoration. Wow. Et ouais, il faut un petit peu de culture. L'autre là, il se prend pour qui là? Vous la trouverez jamais. Attends, le bâtard, il nous met des trucs impossibles. On est dans les réals à univers et tout ça. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, réel à univers. Ah, je vais vous donner un indice, c'est des films que Christophe n'a sûrement pas vu. Bah c'est super ça. Ah bah il y en a pas mal hein. Il a marqué un point, je ne me sentais pas ça. Ah ouais, c'est clair, jamais quoi. Moi j'abandonne, je donne ma langue au chat. Ouais, moi non plus, je vois absolument pas. Et bah c'était François Truffaut pour La Sirène du Mississippi par Bébel. Non mais le gars il a jamais eu le film, il a tapé, alors citation compliquée sur internet, le gars si, je l'ai vu. Va niquer ta mère, je l'ai vu en cinéma plein air même. Ouais, enfin le mec nous sortir ça, c'est vraiment gagner des points facilement, limite je compte pour ça 0,5 points moi mais bon. Hein. Allez, le bâtard, je vous en donne une facile. Allez vas-y donne une facile. Je veux un point moi. Bah je vous en donne une facile, attention. Le rêve semble réel quand on y est. Matrix. Ce n'est que quand on se réveille qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose d'étrange. Matrix. Non. Putain ça me dit quelque chose ça. Putain, je suis trop mauvais quoi. Arc City non? Ouais. Non. Ah. T'es pas loin avec Matrix hein. Mais pareil, hein, t'as de gros indices dans la phrase. Redis, le rêve quoi semble... rêve. Le rêve semble réel quand on y est. Ce n'est que quand on se réveille qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il va gagner, qu'est-ce que Oh les mecs. Requiem for a Dream. Non. Putain, je cherche bravo, les trucs c'est avec pas mal. Dream. Ouais, ça aurait pu hein. Je sais pas moi, Waking Life, le truc de droguer la Linklater, la Scanner Darkly, non? Non, vous cherchez trop loin. Trop loin, Trop loin, c'est plus récent. Ah. Ouais, Et c'est avec des rêves. Putain, les mecs. La science des rêves. Non. Inception. Eh bah voilà, quand même. Bah ouais, putain. Oh là là, la loose, la loose. Chris, 2 points. 2 points pour Quentin, 2 points pour moi. Soit le 0. Oui. Ouais, le king. Soit c'est la bulle. Putain, c'est chaud. Et donc, J'étais chaud avant. à moi, j'en ai une. Bienvenue dans l'outre-monde. Attends, refais-la avec le ton. Bienvenue dans l'outre-monde. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Matrix? Non, c'est un film avec des gens qui se tapent dessus, qui a de la BO bien dense. C'est la BO bien dense. L'outre-monde, les gars, the other world, l'outre-monde. Je vous aide beaucoup là. C'est un chinois qui dit ça, il se transforme en d'autres gens. Hein. Oh, voilà. Airbender, je sais pas quoi. Nirvana? Non. Chinois qui se transforme en d'autres gens. Ranma un demi. Vite fait, non, le personnage là, mais non, je devrais pas dire ça, c'est des gens qui se fritent. Hein. Il y a des Chinois, il y a des Américains, il y a tout le monde. Oh putain, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Oh putain. Mais je m'en rappelle maintenant. Bah oui, c'est que elle est trop culte. Je la visualise très bien. Elle est trop culte avec Cheng Sung. Oh là là. Oh oui. Paul Wes Anderson. Dédicace à toi. 3 points pour Quentin. Quentin, t'es sauf. Bon bah donc j'ai win alors. T'es sauf, oui. Moi je vais essayer d'en donner une à Swell. Faut faire. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas de noblesse dans la pauvreté. J'ai été pauvre, j'ai été riche, et je choisirai d'être riche à chaque fois. Putain, je sais pas, mais je suis d'accord avec. Matrix. Non. Le Wall Street. T'es pauvre. Et oui. Bon bah c'est quoi? c'est bon pour Chris. Attends, c'est quoi? Je croyais que c'est Swell qui allait la trouver, mais c'est pour Chris, putain. le Loup de Wall Street. La vache, 0 points les gars, 0 points. La loose, Swell, voilà, t'as bien mérité ton gage. Ah ouais, mais ça tu vas fait devoir faire 2 une jeux petite chanson. Putain. Bon, et ben petit karaoké. Donc Swell, tu vas nous faire
Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Par le karaoké. boss. Donc BO de, je ne sais déjà plus, Philadelphia. Philadelphia. Il s'était pas trop cassé. C'est parti. C'est parti. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. So my reflection in the window didn't know my own face. So brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Oh le boss. Instant critique, le podcast musical. Fais-nous les la la la, chante Soël, chante. La la la. C'est vous les gars. La 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 la. La 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 la. La la la. The avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. Night I hear the blood in my veins. Black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. La 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 la. Attention, bientôt le refrain. Oula, alors attention, voix de crooner. Attention, voix de crooner. C'est pas trop crooner, hein, mais attends. Ça va les couilles. Ain't no angel gonna greet me. Un crooner qui a plus de couilles. My friend. And my clothes don't fit me no more. Just slip the skin. Ah là. Et voilà. Et voilà. Là-dessus, quand même. C'est cadeau, Ouais, ça on c'est va juste s'arrêter pour là, vous, hein. c'est cadeau. C'est cadeau, j'ai l'oreille qui saigne. Voilà. Ah oui, bah moi aussi, hein. Bon, bah écoutez. Je me suis Après donné. Tintin et l'oreille cassée, Chris et l'oreille qui saigne. Raskar Kapak. Raskar Kapak, le salaud, c'est lui, c'est ta faute, c'est lui. C'est lui qui nous visait, peut-être, c'est Raskar. C'est peut-être c'est Raskar, on ne sait pas. On ne saura pas. Bon, eh ben... Bah dis donc, c'était un podcast riche en émotions, je trouve. Et en gaulerie, encore une fois. Et en gaulerie, comme à notre habitude. Moi, je suis crevé. Les gars, ici, il fait 46 degrés et demi, on n'en peut plus, quoi. C'est la fournaise, c'est le pic de Nantes. C'est pas compliqué. C'est Roger Donaldson, si tu nous écoutes. Ah là là. Eh ben... Ouais, bah on va dire au revoir à tout le monde. Ah ouais, salut. Bon été, Quentin, bon voyage. Oui, bah ça y est, j'y suis, hein, mec. Bah non, mais après, tu prends la route. Ah oui, quand je prends la route, oui, bah oui, merci, c'est gentil. J'essayais juste d'être sympa. Oui, c'est pas grave. Allez, salut. Ici, faut pas être sympa, jamais. Allez, mais ciao, oui, ciao. Ciao. Philadelphia. Ah ouais, mais moi j'aime moins. Ah ouais, mais je vais te la faire bien aussi. Bah t'as intérêt alors.